passer au direct. Bon, bah alors si tout le monde entend tout le monde et surtout si tout le monde voit tout le monde, on va pouvoir commencer. Pierrot, comment allez-vous? Mais très très bien, merci de votre invitation. Est-ce qu'on se tutoie ou est-ce qu'on se vous voit finalement? Je préfère le tutoiement. Il me semble, vu qu'on se tutoie en privé, je ne sais pas si se mettre à se vouvoyer en public, si Exactement, ça aurait un sens. En tout exactement. cas, merci à Pierrot d'avoir accepté l'invitation de Radio Athéna. Ça me fait particulièrement plaisir et je pense que c'est un avis qui est partagé par beaucoup de gens sur Radio Athéna. Donc merci Pierrot. On va parler de ton livre, de ton dernier livre qui est aussi ton premier roman. C'est vrai. Peut-être pas le dernier. C'est un exercice un peu particulier pour moi, enfin différent d'habitude, parce que j'ai l'habitude sur Radio Athéna notamment de parler de livres, mais généralement je parle de livres de gens qui ne sont plus là pour en parler, des auteurs qui sont morts. Là par exemple on a parlé de Barès, d'Anatole France, et on n'a pas la possibilité de les inviter beaucoup sur du Radio Athéna. Donc là l'exercice est un peu différent pour moi, parce que on va parler d'un livre, mais je ne vais pas être celui qui va le plus en parler, puisqu'on a la chance, l'opportunité que l'auteur soit encore en vie, et en plus il est parmi nous. Donc il est possible que l'habitude de parler, de monologuer sur les livres, parce que c'est ce que je fais sur Radio Athéna, il est possible mais je vais essayer de faire en sorte de ne pas trop parler du livre, parce que le but c'est quand même, quand on a la chance d'avoir l'auteur avec nous, qu'il en parle lui-même. Quand j'ai appris que Piero San Giorgio avait écrit un roman, ça m'a dans un premier temps surpris, parce qu'on sait que Piero s'est spécialisé dans les manuels de survie, les essais. On peut les classer comme ça. Comment tu les qualifierais, toi? Des manuels? Des essais certainement, et puis surtout pour moi ce sont des points de départ pour une réflexion que j'essaie d'inciter chez le lecteur pour qu'il fasse son raisonnement, son cheminement par lui-même. Je dis toujours qu'il faut, s'il y a une chose à retenir de mes livres, c'est d'essayer de réfléchir par soi-même. Et c'est vrai que l'exercice de l'essai est à la fois disons, moins créatif que le roman, mais en même temps, il demande aussi beaucoup plus de travail, de recherche d'informations, pour pas dire des bêtises, du moins essayer. Et alors que le roman est évidemment a une partie créatrice, et puis surtout, on raconte une histoire, et donc on choisit un style. J'ai hésité entre 3 ou 4 styles de narration, et par exemple, alors que dans l'essai, bon, c'est j'essaie déjà, en tant que Suisse, d'essayer d'écrire en français, en bon français, c'est déjà pas facile. Mais alors que dans le roman, on peut se permettre un peu plus de fantaisie, de créativité, de licence poétique, je crois, c'est le mot. Voilà. Bah, c'est bien que dans ton introduction, que tu aies dit que les essais que tu avais écrits jusqu'à présent avaient une vocation aussi, une idée, un principe, qui était de nourrir une réflexion. Parce que ce que j'ai l'habitude de faire lorsque je parle d'un livre, et c'est cette tradition que je vais respecter, c'est de parler de livre en tant qu'objet littéraire, c'est-à-dire son style, ce que l'auteur a voulu mettre dedans, etc. Et quel genre de réflexion d'ordre politique, philosophique, existentiel, on peut nourrir autour de la lecture de ce livre. Et Dieu sait que ton livre, de par le thème qu'il aborde, on va en parler d'ailleurs, est tout à fait le genre de livre qui permet de nourrir une réflexion. Et d'ailleurs, à la fin du livre, on va en parler après, il y a les notes de l'auteur. Je précise tout de suite pour que le lecteur comprenne, l'auditeur, je veux dire, c'est que tu disais avoir hésité entre plusieurs techniques narratives, et tu as finalement décidé de l'écrire à la première personne, donc Giuseppe, dans la peau duquel tu t'es mis, est le narrateur, et donc c'est écrit à la première personne. Et à la toute fin du livre, voilà, à la toute fin du livre, il y a quelques pages qui sont des réflexions de l'auteur, de Pierrot, et il y a des choses très intéressantes dans ces réflexions, c'est pourquoi on va y revenir. Donc, Giuseppe, je pense que je ne vais pas trahir un grand secret si je dis tout de suite, tout de go, d'entrée de jeu, que c'est pas ton grand-père biologique. Tout à fait. C'est plutôt quelqu'un qui a accompagné ta grand-mère, la vie de ta grand-mère, après que ton véritable grand-père est... alors, j'ai pas l'histoire historique de ta famille, j'imagine décédé sans doute. Oui, il est décédé en 1966. Et Giuseppe était en fait un ami de famille. Et en tout cas, j'ai toujours vu, puisque je suis né en 71, j'ai toujours vu ce Giuseppe vivre dans la même maison que ma grand-mère. Alors, le grand secret, c'est qu'on n'a jamais su s'il ne faisait que partager le loyer. Ah, oui, d'accord. Plus, je soupçonne plus, mais ce sera un secret de famille que personne ne connaît. Donc, je puis c'est très bien d'avoir des secrets. En tout cas, du coup, ton grand-père, ton véritable grand-père paternel, toi, tu l'as pas connu parce que tu es né quelques années après sa mort, mais il y a peut-être encore des gens qui sont encore de ce monde qui l'ont connu.
J'ai des neveux, donc des cousins à mes parents, et donc des grands, comment on appelle ça, des grands-oncles pour moi? Non, ça devient compliqué, comment ça fonctionne? Enfin, c'est des, enfin, dans le cousinage, oui, il y a des gens qui Ouais, m'ont d'accord. connu. Et d'ailleurs, ça a été les gens, entre autres, que j'ai interviewé, interrogé, avec qui j'ai discuté pour essayer de remplir parce que là, évidemment, on parle de gens qui sont nés en 1906, donc C'était en- pas hier. c'était un moment, c'est une autre époque, et les gens bah, décèdent, meurent, et puis la mémoire aussi, et ça, effectivement, je le fais remarquer dans mes notes, la mémoire est aussi les gens qui font du pénal le savent très bien, les juges et les avocats également. La mémoire n'est pas toujours très fidèle à la réalité. Et donc, il faut croiser un petit peu les informations. C'est pour ça que je suis même allé en Allemagne, voir Ah oui. les archives, les Bundesarchiv sur les prisonniers de guerre, etc., qui m'ont un petit peu renseigné en me donnant un peu l'endroit exact. Parce que moi, par exemple, il m'avait raconté les villes, les grandes villes tout près d'où il était, mais pas le nom du camp. Donc j'ai dû trouver dans les archives allemandes quel était le camp spécifique, par exemple, où il a été prisonnier en Allemagne. Et puis, par exemple, auprès des archives italiennes, j'ai dû vérifier l'unité militaire dans laquelle il était. Et en croisant, j'ai pu déduire que c'était effectivement celle que je mentionne dans le livre. Ça, c'est du détail, hein, c'est pas le fond de l'histoire, mais c'est vrai que lorsqu'il me racontait ses expériences en Grèce, pas toutes les unités italiennes ont été en Grèce et pas tous les gens de cette région ont eu ce parcours. Donc j'ai pu croiser et retrouver à peu près. Et donc ensuite, par déduction, on découvre le nom des commandants, par exemple, de la division, ou du commandant du Mhm. corps armé, etc. Ce sont des petits détails techniques de recherche que j'ai dû ajouter aux entretiens de membres de ma famille pour avoir un petit peu voilà, les informations. C'était un peu une D'accord. petite enquête policière. Ouais, c'est un véritable travail d'investigation qui finalement t'a peut-être pas tellement changé des essais que tu écrivais habituellement parce qu'il fallait aller fouiller, éplucher des dossiers, des archives, etc. Donc, du coup, c'était un premier roman, donc c'est un exercice évidemment nouveau pour un auteur qui passe de l'essai au roman, mais c'est pas comme si c'était exactement ton premier livre, et c'est justement une des choses qui m'avait intéressé quand j'ai appris que tu avais écrit un roman et que l'occasion m'avait été offerte de pouvoir le lire, c'est que c'était un premier roman, et j'aime beaucoup les premiers romans. Enfin, déjà, j'aime les romans, j'aime les auteurs, j'aime que les gens écrivent. Et j'aime voir ce que donne un auteur sur un premier roman. Généralement, mais c'est pas du tout te faire offense, hein, ça vaut pour tout le monde. Enfin, c'est pas automatique d'ailleurs, mais le premier roman d'un futur romancier, c'est pas forcément son meilleur roman, mais c'est la base sur laquelle on va pouvoir se référer, entre guillemets, pour voir l'évolution littéraire d'un auteur. Il n'y a pas si longtemps que ça, sur Radio Athéna, on avait parlé d'un livre qui s'appelle Le Petit Chose d'Alphonse Daudet, qui est en fait le premier roman d'Alphonse Daudet, mais qui est un chef-d'œuvre en fait. Donc en fait, on peut très bien faire un chef-d'œuvre en tant que son premier roman. Là, dans le cas qui nous intéresse avec toi, c'était que je savais que tu es quelqu'un qui savait écrire puisqu'il avait déjà écrit, et je voulais vraiment voir ce que c'était que le roman, parce que moi, je dirais que j'ai plus l'habitude de lire du roman en ce moment. J'ai eu ma période où je lisais des essais. Et en ce moment, c'est plus des histoires des romans. Donc il y a deux choses qui m'ont intéressé dans ton livre, c'était de savoir que c'était un premier roman, écrit par quelqu'un qui avait déjà écrit d'autres genres de livres, et c'est aussi parce que c'est une histoire, alors tu vas me dire si tu es d'accord avec cette interprétation, ou plus exactement cette analyse, même si c'est pas tellement à proprement parler une analyse, mais vraiment purement du factuel, c'est qu'il y a dans la littérature, dans les livres, dans la mémoire d'une manière générale, dans l'histoire, dans l'historiographie, au moins deux façons d'aborder les événements. C'est soit la grande histoire, et dans ce cas-là, on va s'intéresser aux grands destins, les grands généraux, les grands maréchaux, les grands chefs d'État, les grands événements, les grandes guerres, les grandes batailles. Soit on va s'intéresser à ce que j'appelle la petite histoire. Alors, c'est pas flamboyant d'originalité d'appeler ça la petite histoire. C'est ces mêmes événements vécus par ceux qui étaient en fait ni les grands généraux, ni les grands chefs d'État, mais les petites gens, en fait, les vrais gens finalement. Et ça m'a rappelé deux choses. Ça m'a rappelé deux livres d'ailleurs. Ça m'a rappelé que j'avais lu il y a longtemps et que j'ai relu il n'y a pas tellement longtemps. Ça n'a absolument rien à voir avec ton livre, mais il s'avère qu'il y a encore quelques mois, j'ai relu ce livre. Je ne sais pas si tu le connais celui-là, si tu le vois. C'est Henri Béraud, Ce que j'ai vu à Rome. Je ne l'ai pas lu. Alors,
Henri Béraud, c'était un journaliste et écrivain et reporter français. Il a écrit dans les années 20 trois livres. Il a écrit beaucoup de livres, mais trois livres, une espèce de saga. Ce que j'ai vu à Moscou, ce que j'ai vu à Rome, ce que j'ai vu à Berlin. Je les donne dans le désordre parce que je les ai plus dans l'ordre. Et donc, ce qu'il est allé faire, c'est aller voir dans ces grandes capitales ce qui se passait en termes de grands mouvements politiques. Il se passait énormément de choses à Berlin, à Rome, etc. Et donc, je considère que, j'imagine qu'on me voit à l'écran, que ces deux livres-là, Béraud, ce que j'ai vu à Rome, et Giuseppe de Piero San Giorgio, c'est les mêmes grands événements historiques vus de deux manières. Vus de la manière d'un journaliste qui s'intéresse en l'occurrence notamment au parcours de Mussolini, puisqu'il l'a rencontré. Donc c'est ce qui se passe j'allais dire dans le Japon, n'importe quoi. Dans l'Italie des années 20 et des années 30, du point de vue de ce qui se passait en haut, au sommet de l'État, les grands chefs, les grands décideurs, etc. Et Giuseppe, ce sont les mêmes événements vécus par la base. Et j'aime beaucoup l'idée qu'on puisse mettre en relation ces deux façons d'envisager un événement historique, sachant que les deux ne s'excluent pas, évidemment. Il est important que l'historiographie s'intéresse aux grands généraux, aux grands destins, aux grandes histoires, mais il ne faut pas, et malheureusement ça a été fait quand même depuis très longtemps, la tradition historiographique a un peu boudé les Giuseppe pour s'intéresser beaucoup plus aux grands personnages, aux grandes histoires. J'aime assez, c'est ce que je dis souvent sur Radio Athéna, que l'on envisage l'histoire à travers le regard et le vécu et l'expérience des petites gens. Alors évidemment, on est bien d'accord que quand je dis un petit gens en parlant de Giuseppe, ça n'a absolument rien de péjoratif et tu le prends pas comme ça, on est d'accord. Bon, oui, oui, je le revendique même, non pas par un quelconque prestige de classe malvenu, non, non, mais c'est que c'est simplement la réalité. D'ailleurs, je pense que tu as dû le remarquer, je fais vraiment attention quand j'écris ce livre à la première personne, de ne pas lui donner à la fois des pensées, et ça a été très très dur, des pensées qui n'auraient pas pu être les siennes avec son éducation extrêmement sommaire, avec sa connaissance de la politique qui était absolument celle d'un homme simple, un mineur voilà, dans les mines de ciment du nord de l'Italie, du Piémont, quelqu'un qui ne s'intéresse pas. Et d'ailleurs, j'ai dû, pour essayer de contextualiser certains événements, utiliser des artifices que sont les personnages secondaires, comme celui de ce jeune étudiant qui, lui, venant de Turin et étant, on va dire, un peu plus un intellectuel, eh bien, nous contextualise, il nous parle de Gramsci, il nous parle de la politique italienne que même finalement un ouvrier de cette époque ne connaît pas parce que c'est trop complexe et puis il y a des choses qui se passent à Rome, la capitale, qui ne sont jamais ni à l'oreille ni aux yeux de quelqu'un qui est dans la campagne et qui ne lit pas vraiment les journaux, n'est pas très intéressé. Et en plus, comme tu l'as sans doute remarqué en tout cas la grande partie du livre, quelqu'un qui qui finira par finalement se poser la question comme quoi c'est une erreur, se dira que c'est peut-être une erreur. En fait, il ne s'intéressait pas du tout à la politique et l'histoire nous montre que la politique, elle s'intéresse à nous, tôt ou tard. Oui. Eh ben, en fait, on ne s'est pas concerté avant de faire l'émission, mais il s'avère qu'à chaque fois, tu arrives à introduire ce que j'allais te dire, ce qui veut dire qu'on doit être un petit peu en harmonie sur ce sujet-là, sur le cheminement. J'ai parlé de ce livre et j'ai dit pourquoi c'était intéressant de le mettre en parallèle avec Giuseppe, parce que c'était la grande histoire et la petite histoire, donc le même événement vu de deux points de vue. Ça me rappelle aussi un autre livre, Giuseppe, donc ton grand-père, on va l'appeler comme ça, et aussi le personnage de ce livre me font penser me fait penser, c'est les mêmes personnes, à Joseph Bertha, que tu connais sans doute pas, qui est en fait un personnage de roman lui aussi, qui est le personnage d'un roman de Erckmann et Chatrian, qui s'appelle Le Conscrit de 1813, et j'en ai déjà parlé sur Radio Athéna. Et Joseph Bertha, c'est un petit qui me fait beaucoup penser à Giuseppe. Quand j'ai lu Giuseppe, je me souvenais de cet autre roman. C'est pas du tout la même période. Le Conscrit de 1813, on est en pleine épopée napoléonienne, et Joseph Bertha, c'est un jeune... Il a le profil un peu de Giuseppe, c'est-à-dire c'est un gens du peuple qui s'intéresse pas forcément à la politique et qui surtout a des aspirations de gens du quotidien, c'est-à-dire quelqu'un de normal, quelqu'un qui est normalement constitué, qui a bien compris quelle était la vie et le sens de la vie. Il n'a pas envie de faire la guerre, il n'a pas envie d'être conscrit, il n'a pas envie d'être enrôlé à la guerre. L'état normal d'un être humain, c'est d'éviter la guerre, c'est d'éviter les situations compliquées d'une manière générale. Donc notre petit Joseph Bertha dans le roman Le Conscrit 1813, qui me fait beaucoup penser à Giuseppe, il s'avère qu'en 1813, donc, il y a une conscription qui est lancée, et lui, ce jeune apprenti horloger, va tout faire pour éviter d'être enrôlé, en fait.
Et on pourrait croire que c'est une attitude de déserteur, c'est une attitude de lâche, etc. Sauf il va finalement être conscrit et il va aller faire la guerre. Et il va d'ailleurs, je ne vais pas dire qu'il va y prendre goût, mais en tout cas, il va faire son nid dans la guerre. Et donc, Joseph Bertha, avec plus de 150 ans, enfin 130 ans avant Giuseppe, c'est un peu le même personnage. C'est comme tu disais, les gens du quotidien qui ne s'intéressent pas à la politique, qui, du fait qu'ils ne s'intéressent pas à la politique, ne comprennent pas les grands enjeux politiques, et c'est toujours vrai aujourd'hui, hein, 99% de nos contemporains ne comprennent pas ce qui se passe en termes géopolitiques, géostratégiques à l'échelle mondiale. Une toute petite minorité de gens s'y intéressent, et une toute minorité encore plus petite le comprend. Donc l'immense majorité des gens à cette époque, l'époque de Giuseppe, l'époque de Bertha, et en fait à toutes les époques, et encore aujourd'hui, c'est de ne pas réellement comprendre ce qui se passe dans les grands enjeux. Eh bien, Bertha accepte finalement, après qu'il ait voulu éviter de faire la guerre, et ça me paraît assez normal, lorsqu'il est obligé de la faire, eh ben, il l'a fait. Et Giuseppe, c'est un petit peu ça. C'est quelqu'un qui, honnêtement, comme à peu près tout le monde à cette époque-là, a eu 1000 occasions de se barrer, en fait. 1000 occasions on va dire, de déserter, d'aller se planquer, et de ne pas revêtir l'uniforme, et de ne pas faire la guerre. Mais Giuseppe, comme les gens de cette époque-là, c'était une autre classe de personnes quand même, eh bien, se dit, je ne voulais pas le faire, j'aurais préféré éviter de faire la guerre, mais puisqu'il faut la faire, je vais aller la faire. Est-ce que tu penses que Giuseppe, de ce point de vue-là, est assez, j'allais dire symptomatique, en ces temps de crise sanitaire, c'est pas le mot qu'il faut utiliser, mais assez représentatif de l'état d'esprit des générations qui nous ont précédés, qui assez naturellement refusaient la guerre, pas par pacifisme, etc., mais parce que on n'a pas envie de faire la guerre, tout simplement, on n'a pas envie de mourir. Mais lorsque la situation, le tragique, l'événement se produisent et se présentent à nous, eh ben, il y va. Est-ce que Giuseppe te paraît être ce genre d'homme? Oui, alors tout d'abord, je te remercie de m'avoir vendu déjà 4 livres que je vais m'intéresser à lire. Et je vois avec plaisir que tu es aussi, comme moi, quelqu'un qui aime vraiment beaucoup la lecture. Et les livres, c'est une qualité ou un vice, mais qui se fait rare, malheureusement, dans un monde de petits écrans. Oui. J'avoue ensuite avoir été inspiré, j'en ai mentionné en tout cas un, inspiré par effectivement ces livres comme Erich Maria Remarque, À l'Ouest, rien de nouveau, ou par Oui, exemple Henri Barbus, Le Feu, ou bien sûr. un autre genre, évidemment, pas du tout comparable, Orage d'acier d'Ernst Junger, et surtout par l'extraordinaire livre de Virgile Gorgiou, La 25e heure, qui montre aussi finalement, comme tu dis, un homme, un petit homme, un petit fétu de paille emporté dans la bourrasque quelle est la grande histoire et donc la guerre. Et c'est vrai que lorsque j'essaie de montrer finalement ces hommes de cette époque, parce au fil du livre, on ne rencontre pas que Giuseppe, on rencontre aussi, comme je disais, des étudiants d'université, des marins, des pêcheurs, des gens qui viennent de toute une Italie, qui est encore un pays pas totalement culturellement unifié dans les années 20-30 certainement, et qui, peut-être tu l'auras remarqué dans le début du livre, est très fortement marqué par la Première Guerre mondiale, comme tous les pays qui ont participé, comme la France bien sûr, Bien sûr. qui peut-être contrairement à la France, on doit le rappeler, parce que c'est important, c'est un pays qui a vraiment gagné la Première Guerre mondiale, et qui a mené à bout de force, avec son industrie et son sang, a gagné la Première Guerre mondiale avec l'Angleterre et bien plus que les États-Unis, bien plus que même bon la Russie l'a perdu évidemment. Et donc c'est un pays qui n'a rien gagné. La France a récupéré l'Alsace et la Lorraine. L'Italie n'a rien gagné que des estropiés, des morts. Oui. Et a été très frustré de cette Première Guerre mondiale qui a été évidemment très coûteuse et qui a comme à son habitude l'Italie n'a pas brillé militairement pendant la Première Guerre mondiale, mais enfin elle était du côté des vainqueurs et donc il y avait à la fois cette frustration d'avoir fait une guerre pour rien et bien sûr en plus du sentiment des petites gens d'avoir vu rentrer des oncles, des pères, des frères à qui il manquait un bras, à qui il manquait un œil, à qui il y avait les gueules cassées existaient également évidemment en Italie. Quand il revenait. Quand il revenait. Et donc, on voit, d'ailleurs, je décris une scène au début du livre où il y a la fête du village et le jeune Giuseppe est encore très jeune, encore enfant, finalement, entend d'un côté les discours patriotiques qui célèbrent la victoire
Et d'un autre côté, il voit des mères qui pleurent, des, 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 des héros de guerre qui sont en fait estropiés et qui n'ont Ouais. pas l'air d'être extrêmement réjouis malgré leur médaille, parce que leur médaille ne remplacera pas un pied, une main, un Mhm. bras. Et donc, dans ce contexte, on peut imaginer que certes, dans les troubles des années 20, et a émergé en Italie un mouvement, le mouvement fasciste, cristallisé dans un parti sous évidemment la direction de Benito Mussolini, qui a été très sincèrement apprécié et aimé par les Italiens, en tout cas dans les années 30, certainement, euh, jusqu'au point où les auteurs communistes avouent publiquement Ouais. dans leurs écrits dans les années 30 que très objectivement, on ne pouvait pas être contre Mussolini sincèrement. Et donc, quand même un communiste, depuis l'étranger, sans crainte de représailles, avoue que les Italiens aimaient sincèrement ce régime, on peut imaginer qu'il y a eu un enthousiasme dans les aventures, le terme est vraiment adéquat, dans ces aventures guerrières en Éthiopie, en Espagne. Et lorsqu'en revanche la guerre démarre en 1940, tout d'abord, cette guerre se fait contre la France, alors que la France est battue. Et donc, il y a un sentiment de déshonneur, il y a un sentiment... les Italiens ne sont pas hostiles à la France. Et les Italiens ne sont pas hostiles à l'Angleterre. Ce sont leurs alliés, ce sont ceux qui l'ont sauvé en 1917, en 1918. Ce sont des peuples amis. En plus, l'Angleterre est respectée par les militaires italiens parce que c'était un pays militairement, surtout dans la marine et l'aviation, qui était extrêmement apprécié. Et donc l'Italie se retrouve en guerre avec des ennemis qui ne sont pas du tout des ennemis héréditaires. Ce n'est pas l'allemand pour la France. Ouais, ouais, exactement. Et donc ils se retrouvent à devoir aller en guerre contre une guerre qu'ils ne veulent pas, une guerre dont ils voient très mal les objectifs. Il n'y a pas vraiment de territoire à gagner, il n'y a pas d'avantage. Ce n'est que du prestige national, mais qui, au fond, pour les Italiens ont une vision de leur pays. C'est une nation qui est à la fois très jeune et très ancienne. Euh, c'est très bien de rêver des aigles de Rome, mais pour aller mourir, aller se battre, pourquoi il n'y a pas de territoire français à récupérer, il n'y a pas de territoire britannique à récupérer. Alors certes, Mussolini voulait faire la guerre, on le comprend. Il voulait s'asseoir en fait à la table de la victoire, mais la victoire n'est pas arrivée. Et donc, d'un coup de folie, d'un coup de prestige, d'un ego, encore aujourd'hui, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Il part en guerre malgré des défaites en Afrique, il part en guerre contre la Grèce, qui était en plus Oui. un ami, un pays fasciste, et ouvre en fait la Deuxième Guerre mondiale sur le front méditerranéen. Et là aussi, on voit le désastre. Et c'est là où mon grand-père a participé. Il est arrivé dans la deuxième offensive italienne contre la Grèce. Et il décrit, et je me souviens qu'il me racontait comment, dans un torrent de pluie, il devait monter à l'assaut de positions grecques. Et là aussi, les Grecs ne sont pas un peuple ennemi à l'Italie. C'est pourquoi aller faire la guerre aux Grecs. Donc, ils partent de leur protectorat d'Albanie et montent à l'assaut de la Grèce. Et la première offensive dans laquelle mon grand-père n'a pas participé a été un désastre pour l'Italie. Et la deuxième a été extrêmement lente, laborieuse. Et il a fallu l'intervention allemande pour que l'Italie soit victorieuse. Mais à quel prix? Humiliation que les soldats avaient très très bien ressenti à l'époque, et j'ai pu voir dans les archives italiennes le travail qui a dû être colossal à l'époque de censure du courrier des soldats que les soldats écrivaient à leur Ouais, famille. Euh, clairement. Pratiquement les trois quarts des pages et des courriers étaient censurés parce que les Italiens ne voulaient pas cette guerre, ne voulaient pas la faire. Ils n'avaient rien contre les Grecs, rien contre les Anglais, rien contre les Français. Et à part les quelques fanatiques évidemment idéologisés qu'il y a toujours, les va-t-en-guerre, il en existe toujours, et les jeunes courageux aventuriers, il y en a toujours, mais la majorité, d'autant que mon grand-père était un soldat disons, de deuxième catégorie, puisqu'il avait déjà 30 ans, donc ce n'était plus un tout jeune, eh bien, il me racontait que vraiment, il n'y avait pas ce cœur à l'ouvrage du tout. Ouais. Ça s'est ressenti dans les performances, évidemment. Tout s'est mal enchaîné pour que ce soit un désastre.
C'est bien que tu reparles du fait que Giuseppe et ses camarades ont fait la Grèce, parce qu'il y a un moment très intéressant dans le livre qui est en fait un moment, j'allais dire, un moment émouvant d'humanité, où ils sont en Grèce, effectivement. Ils ont bien compris qu'ils étaient en Grèce pour faire des choses d'ordre militaire et d'ordre guerrière. Et à un moment donné, j'ai l'impression qu'ils, bah, c'est pas que j'ai l'impression, c'est qu'ils se regardent un peu tous, les Italiens là. Ils se regardent un peu tous dans le blanc des yeux. Et ils disent, mais qu'est-ce qu'on fait là exactement en fait? Qu'est-ce qu'on fait en Grèce? On est là pourquoi en fait? Déjà, on n'a pas compris réellement les enjeux de ce pourquoi on avait été, je veux dire, conscrits, enrôlés, mobilisés. On se retrouve dans un pays étranger en direction duquel on avait, nous, à titre individuel et même à titre collectif, pas d'hostilité particulière, comme avec la France d'ailleurs, et ils se retrouvent piégés, entre guillemets, dans une espèce de situation. Et si je voulais reprendre un peu le parallèle que j'ai fait tout à l'heure avec le conscrit de 1813, pour voir aussi l'évolution des gens et l'évolution de la capacité des gens, des petites gens, à accepter l'événement et le tragique et à accepter de faire des choses étonnantes. Le conscrit de 1813 n'a pas envie de faire la guerre, on l'a dit, finalement il va la faire parce que quand il faut la faire, eh ben, finalement il l'a fait. C'est l'époque napoléonienne, c'est l'époque où l'esprit de conquête est encore quelque chose d'évident et totalement corrélé aux faits militaires. Donc il se retrouve à accepter, à aller à Austerlitz, en Russie, etc. Et lorsqu'il est sur place, il dit bon, on est ici pour faire la guerre, on ne se pose pas de questions et on l'a fait. Quelques temps plus tard, quelques générations plus tard, on a Giuseppe, quand je dis Giuseppe, c'est tous les Giuseppe du monde, se retrouvent enrôlés dans une guerre, pareil, qu'ils ne comprennent pas réellement, ils n'en comprennent pas réellement les enjeux, ni comment cette mécanique a pu s'enclencher au point qu'on soit allé chercher dans les villages des petits Italiens du petit peuple pour qu'ils aillent faire la guerre en Grèce. Et on voit Giuseppe bon, bah, qu'il faut aller faire la guerre, donc il va la faire. Mais il se demande quand même qu'est-ce qu'il fait en Grèce. Donc il y a une espèce d'évolution. À l'époque de Napoléon, on ne voulait pas faire la guerre, mais quand il fallait la faire, on allait la faire où que ce soit. À l'époque de Giuseppe, on ne voulait pas faire la guerre, mais quand il fallait la faire, on allait la faire, mais on se demandait quand même qu'est-ce qu'on allait faire là-bas. Et je me dis aujourd'hui, cette évolution, cette dévolution, fait qu'aujourd'hui, on ne veut plus faire la guerre, les Français, les peuples ne veulent plus faire la guerre. S'il fallait la faire, peut-être qu'il la ferait quand même, mais quand bien même ce serait pour défendre le territoire, il se demanderait à quoi ça sert en fait. Je ne sais pas si tu vois un peu la dégringolade en fait. À l'évidence, on ne défend même plus le territoire face à l'invasion aujourd'hui. Mais c'est ça. Et moi, personnellement, j'ai rencontré des gens qui, un petit peu, étaient des Giuseppe d'aujourd'hui, en Irak, en Afghanistan, enfin, qui ont fait l'Irak, qui ont fait l'Afghanistan, et qui, je suppose qu'il y a des Français qui nous regardent, qui ont été au Mali, par exemple, et qui se disent, non seulement on ne comprend pas pourquoi on est là-bas, non seulement on n'a pas envie d'être là-bas, non seulement ça ne sert à rien, en tout cas pas de manière évidente, mais en plus, c'est comme si on se battait, enfin, je ne vais même pas faire de métaphore, ils se battent au Mali alors que le Mali est en France. Oui. Et donc, je peux comprendre que cette évolution, elle puisse changer. Mais cela dit, il ne faut pas oublier, et peut-être, contrairement au personnage de ce roman de 1813, qui correspond aussi à une période où la France et les soldats français étaient de très loin les meilleurs du monde. Oui. Et avec non seulement des compétences, mais une énergie, ce qui a été appelé en Italie la furia francese. Ah oui, d'accord. Plus tard, c'était quelque chose. Hein, d'ailleurs, jusqu'en 1940, l'armée française était la meilleure armée du monde, clairement, de très très loin. Et même meilleure que l'armée allemande en réalité. Après, évidemment, ça a changé. Mais ce que l'on peut voir dans cette... par exemple, dans le cadre de l'Italie, c'est que, et on le verra plutôt dans la deuxième partie du livre, lorsqu'ils sont prisonniers en Allemagne et que, évidemment, le régime fasciste essaie de recruter parmi alors, j'utilise le mot prisonnier maintenant, mais en réalité, ce sont des internés. Ils n'ont pas le statut de prisonnier en Allemagne, puisqu'ils n'étaient pas des belligérants. L'Italie n'était pas en guerre avec l'Allemagne. Et lorsque ces soldats se sont fait capturer, et donc ils ont été techniquement internés, donc sans les conventions de Genève, eh bien, lorsqu'on leur a proposé de revenir au pays, d'être nourris, logés, de quitter l'hiver allemand et les conditions de prison en Allemagne, de travail très dur, et mortel d'ailleurs pour beaucoup en Allemagne, eh bien, la plupart disent non. 95%, 90% refusent de rentrer au pays pour se battre encore pour l'Italie. En revanche... Et comment tu l'expliques ça d'ailleurs? Alors, je termine juste le concept puisque je vais répondre à ta question. Vas-y. En revanche, les 10% qui sont allés se battre pour ce qui était la République sociale italienne, donc pour le régime fasciste renaissant dans le nord de l'Italie, là, nous avons vu
une fougue et même une cruauté terrible. Nous avons vu non seulement du fait de la guerre civile, mais aussi du fait de cette envie de combattre pour la gloire et et même de mourir en beauté. Là, les Italiens se sont battus extrêmement courageusement, alors qu'il n'y avait aucune chance de gagner la guerre. Alors, l'explication, j'ai lu beaucoup de livres d'anciens prisonniers qui expliquaient, parce que là aussi, les historiens peuvent nous donner un avis qui est certes intéressant, mais souvent qui est, comment dire, coloré par l'époque dans laquelle ils ont écrit. Ouais, interprété, on va dire. Les historiens des années 50 et des années 60 nous parlaient d'un mouvement, d'une volonté antifasciste, par exemple, chez les prisonniers. Je pense que c'est faux, marginal. Dans les années 70, on nous donnait une interprétation c'est une manière de se révolter contre la guerre, contre la violence. Sans doute, mais là aussi, on sent que c'est les années 70. Ouais. Alors, j'ai lu des biographies, j'ai lu Guerrini, celui qui a écrit Don Camillo, a été un prisonnier. Ah oui, d'accord, oui. Ouais. Je crois qu'il s'appelle Diego Guerrini, mais tout d'un coup, j'ai un trou, je ne garantis pas le nom. Mais cet auteur très connu, qui a eu ensuite un succès dans le cinéma avec justement Don Camillo, avec évidemment les performances fantastiques de Fernandel, a été prisonnier dans les années et a écrit sur ce sujet, et puis bien d'autres que j'ai lus. Et on se rend compte que la plupart, en fait, disent simplement, déjà, on n'avait pas envie de se battre contre les Anglais et les Français, on ne va pas se battre maintenant pour les Allemands, à nouveau contre les Français et les Anglais. Et donc, quelque part, c'était une manière à eux de résister, de manière un peu passive, un petit peu en disant non, nous n'irons plus nous battre, quand bien même on nous offre des avantages. Nous préférons montrer aux Allemands que notre manière de résister à nous, ça va être celle de ne pas y aller. Alors, c'est assez subtil, ça peut se débattre, d'autant qu'en plus, du point de vue allemand, ces Italiens sont des traîtres. Et on sait comment, à cette époque, les Allemands, qui déjà, de manière générale, ne sont pas exactement des gens super sympas avec leurs ennemis, mais là, en plus, c'est pire que des ennemis, ce sont des traîtres qui sont prisonniers. Et là où le français et l'anglais ont été capturés tout de même à la suite de guerres, de batailles où ils se sont combattus, et les Allemands reconnaissaient le courage des Français, des Anglais évidemment, et des Américains et d'autres. Là, les Italiens, non seulement ils s'étaient mal battus à leur côté, en plus ils ont changé de camp, et ils se retrouvent comme des traîtres et comme des gens qu'on a capturés sans combattre. Et donc leur cruauté était particulièrement exacerbée contre les Italiens. Alors certes, pas autant que contre les prisonniers soviétiques, par exemple, ou contre certaines minorités, mais clairement, ça se ressentait. Alors, avec le temps, les amitiés se lient même entre gardiens et prisonniers, certes, mais dans les premiers mois, le traitement a été extrêmement brutal. Tu penses que, comme tu viens de le dire, je rebondis sur l'une de ton avant-dernière phrase, que malgré tout, dans les camps, des amitiés, ou c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas des affinités ou des complaisances ont pu naître entre les prisonniers, enfin les Italiens et des capots, ou est-ce que vraiment ça a été extrêmement rare, voire inexistant? Alors, dans les témoignages que j'ai lus, ça paraissait assez courant. Ouais. Mon grand-père me racontait d'un Hans. Mon grand-père a appris à parler allemand dans son séjour en Allemagne, alors paraguiner plus que parler. Et il nous a ramené quand même quelques jurons pictoresques en allemand. Et il nous racontait que à partir du moment où il a été forcé enfin, on lui a proposé, mais c'était une proposition à laquelle on ne peut pas vraiment refuser, pour être mieux nourri, c'est-à-dire de ne pas être nourri de manière qui amène à la mort, pouvoir survivre, il a pu travailler dans une usine de moteurs pour camions. Et donc, là, la sécurité, d'ailleurs, même dans les camps, la surveillance et la sécurité étaient assez légères, assez lâches, parce que où ces prisonniers peuvent-ils bien aller? Le cinéma d'après-guerre nous a montré ces films, La Grande Évasion, etc. Oui. En réalité, on ne peut pas vraiment s'échapper, parce que l'Europe était sous occupation allemande, et puis il n'y avait pas de vêtements, il n'y avait pas de... Donc, même souvent, ils étaient payés avec des coupons, donc une sorte de monnaie de singe, et ils avaient le droit
le dimanche, de sortir des camps, de sortir de l'usine et d'aller dans les magasins, essayer d'acheter ce qu'ils pouvaient trouver, un peu de margarine, un peu de chicorée pour faire du café. Et finalement, ils n'étaient pas escortés. Ils m'ont raconté qu'au bout d'un moment, ils pouvaient sortir. De toute façon, ils avaient leur manteau avec Oui, comme chez le prisonnier, exact. Ouais. lien avec IMI au lieu de KG. Et ils pouvaient aller dans les magasins. Alors évidemment, en plus, les règles étaient claires. C'était que aucune relation sexuelle n'était pas, pour peu qu'ils aient pensé à ça, les pauvres. Mais les règles étaient assez cocasses. Les Allemands leur disaient, vous pouvez sortir, vous pouvez rentrer, il y a une heure de couvre-feu, vous devez rentrer pour telle heure, sinon on considère que vous êtes échappé et que vous êtes enfui. D'ailleurs, l'infraction de fuite n'était pas punie. C'est-à-dire qu'il était considéré normal de s'enfuir, mais évidemment, Oui, d'accord. Ouais. s'enfuyer. En revanche, relation sexuelle avec une femme allemande, c'était punissable de peine de mort. Ah. Et évidemment, les prisonniers avaient autre chose à penser que d'aller compter pleurette à les Allemandes, pour peu qu'il y en ait disponibles dans ces villages. Et donc, les relations humaines, parce que les êtres humains sont des êtres humains, lorsqu'ils ne sont pas, et même lorsqu'ils ne sont pas sur un champ de bataille, au bout d'un moment, on met en place des accords. Et d'ailleurs, on le montre bien que il n'y a pas finalement ce rapport terrible entre les Italiens et les Allemands, par exemple, que comme les Allemands et les Russes. On le voit vers la fin du livre où les camps sont libérés par l'armée rouge. Et mon grand-père me racontait qu'il avait été dans la ville de Dresde, qui avait été rasée. Oui. Et là, il ne me racontait pas dans les détails. Hein. Il y a des choses qu'on ne raconte pas à un enfant. Mais évidemment, je me suis renseigné et évidemment, je sais exactement ce qui s'est passé ou ce qu'il a dû entrevoir ou apercevoir. Mais clairement, les relations entre Russes et Allemandes n'étaient pas, en revanche, très humaines. Elles étaient vraiment extrêmement sauvages. Mais enfin, il me racontait qu'avec ce Hans, le gardien qui s'occupait lui aussi un vétéran de la Première Guerre mondiale, peut-être pas apte au combat, et qui pendant un an l'a surveillé, lui et l'équipe dans laquelle il travaillait, et qui finalement était à la fois un peu brutal, mais en même temps un peu paternel et puis finalement, un homme de 50 ans, qu'est-ce qui va engueuler un homme de 30 ans? Et il y a finalement un rapport que je montre être assez cocasse entre des gens qui ne parlent pas du tout la même langue. Il y a des Ukrainiens, des Polonais, des Tchèques, des Français, des Italiens, surveillés par des Allemands. Et en gros, ils doivent tous à peu près comprendre et travailler pour que ça fonctionne s'ils veulent être nourris. Et donc, ils arrivent à trouver un modus operandi. Et puis, il y a la pause cigarette. Tout le monde fume à cette époque. Et la pause cigarette, eh bien, on se passe le feu, on se passe les quelques cigarettes de contrebande de plus ou moins bonne qualité qu'ils peuvent avoir. Et là, les rapports humains se font. Et petit à petit, il y a quand même une petite lueur d'humanité dans ces peuples européens qui se retrouvent dans l'absurde guerre, toujours absurde, la guerre entre cousins ou entre frères, et qui aujourd'hui malgré la propagande qu'on a tous subie à l'école pour nous expliquer que les Allemands étaient hyper méchants et tout, en réalité, lorsqu'on regarde les choses, on se rend compte que même les Allemands, au bout d'un moment, bien qu'ils croyaient sincèrement que cette guerre était légitime pour eux, je le vois vers la fin quand ils disent, en 12, quand ils disent Hitler kaputt. Ouais. Et vraiment, jusqu'à la dernière minute, ils y croyaient qu'ils allaient pouvoir gagner cette guerre. Et à la fin, ils disent non, mais c'est fini. Et on sent que là, ils redeviennent des êtres humains. Il n'y a plus le prestige de la grande Allemagne, du Reich de Milan. Et ils se retrouvent tous à essayer de survivre, en fait. Justement, c'est ce qui est intéressant, parce que je pensais à ça, justement. Je me dis, parce que Giuseppe, quand on lit le livre, le personnage Giuseppe, on s'attache très vite à lui parce qu'en fait, il a une personnalité touchante. Ce qu'on apprécie chez lui, ce qui fait qu'on s'attache à lui, c'est que justement, c'est son espèce de... Alors là aussi, ça n'a absolument rien de péjoratif, mais je dirais une espèce de naïveté normale, c'est-à-dire de ne pas comprendre ce qui se passe. Et quand on essaye quand on tourne les pages et qu'on voit tout ce qui arrive à Giuseppe et à tous les autres Giuseppe, c'est de se dire quel bazar ça a dû être dans leur tête à un moment donné, où on commence par leur dire qu'ils sont alliés à la Grande Allemagne et qu'ils vont se battre à ses côtés. Finalement, ils se retrouvent dans des camps surveillés et internés par des Allemands. Je me dis, en termes d'absurde et en termes de dissonance, en fait, en sorte de dissonance, comment Giuseppe, comment les autres Giuseppe pouvaient comprendre rationnellement, intellectuellement,
pouvait se matérialiser ce qui leur arrivait en fait. Et je me dis, ces gens-là l'ont vécu, cette situation qui en fait était incompréhensible. Nous avons vécu ces derniers 6 mois une situation incompréhensible où nos gouvernements nous font faire tout et n'importe quoi, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. C'est terrible, surtout qu'aujourd'hui on est beaucoup moins, enfin, les jeunes générations, les gens d'aujourd'hui, nos contemporains sont quand même beaucoup moins capables de résister à ce genre d'exposition au stress. Mais quand on regarde ce que des gens comme Giuseppe, ce que les Italiens en fait ont subi en fait, parce qu'on oublie que c'est très intéressant de savoir que Giuseppe était italien et en tant qu'Italien, il a d'abord été malgré lui, enfin par la force des événements sur lesquels il n'avait aucun contrôle, d'abord un allié des Allemands, puis finalement un prisonnier des Allemands. Puis je me dis, ces gens-là ont vécu ça, c'est-à-dire quelque chose qui pendant sur une durée de quelques années a été d'une absurdité, d'une incompréhensibilité totale, et ces gens ont réussi à survivre. Alors, il y a des gens qui sont revenus gaga, on est d'accord. On sait qu'il y a des gens qui sont revenus de la guerre qui n'ont jamais réussi à reprendre contact avec la réalité, mais d'autres gens, quand même la majorité, ont réussi à se reconstruire, à se refaire. Et je me dis, est-ce que les gens d'aujourd'hui, nos contemporains, s'ils étaient exposés à un stress de cette nature, qui est en fait 10, 100 ou 1000 fois supérieur au stress qu'on a vécu pendant le confinement, même si le stress du confinement dans son registre est également quelque chose de terrible à vivre pour nos contemporains, mais quelque chose que j'apprécie dans le livre particulièrement, c'est à la toute fin du livre, c'est-à-dire entre le moment où le récit du narrateur se termine et le moment où c'est toi qui prends la parole avec les notes de l'auteur, il y a une photo que je vais me remettre sous les yeux tout de suite. C'est une photo qui a été prise donc, à Turin en 47, donc on n'est pas très loin de la fin des événements, et on voit Giuseppe, donc avec ta grand-mère. Oui. Et le petit bonhomme au milieu, alors c'est pas toi évidemment, mais c'est ton père. Et je me dis, là on voit Giuseppe, on vient de lire sur à peu près 320 pages les événements faramineux auxquels il a été exposé et auxquels il a survécu. Et 2 ans plus tard, on le voit bien habillé, bien coiffé, qui en fait c'est peut-être ça l'instinct de survie ou la force de vie, etc. Giuseppe revient dans la vie, renaît d'une certaine manière et se reconstruit en fait. Et je me dis, ça, c'est nos grands-pères, en fait. Les gens, bon, on n'a pas tout à fait le même âge, mais les gens nos grands-pères ou nos arrière-grands-parents, qui ont vécu ces événements, aujourd'hui, nous, on est en train de, enfin, tu sais, aujourd'hui, j'en parle dans mon propre livre, aujourd'hui, on a créé le délit d'offense. Les gens se sentent offensés parce qu'on remet en question leurs habitudes alimentaires, par exemple. Je me demande ce que ce genre d'offense pèse par rapport aux offenses que les Giuseppe ont subies, et ils sont parvenus à se reconstruire, et même chacun, à l'échelle des peuples, à reconstruire leur pays. La France a été reconstruite, l'Allemagne a été reconstruite, la Russie a été... Enfin, tous les pays qui ont énormément souffert, y compris dans leur chair et dans leur pierre, de la guerre, tous ces pays ont été reconstruits, c'est la force de vie. Et tout à l'heure, je parlais de la petite histoire et de la grande histoire. Alors évidemment, la grande histoire, on se dit, oui, c'est tel chef d'État qui, après la guerre, a lancé le comité de machin, reconstruction, etc. Mais tous les gens qui ont reconstruit les villes, qui ont reconstruit les bâtiments, qui ont reconstruit les routes et qui ont reconstruit la vie collective et la vie communautaire, ce sont les Giuseppe, en fait. Et si les Giuseppe n'avaient pas eu cette force de caractère, peut-être que l'Europe ne se serait jamais remise finalement, alors déjà de la Première Guerre mondiale en fait. Donc il y a quelque chose, oui, là ton livre est sous-titré Une histoire de survie. Ça pourrait être aussi l'instinct de survie, quoi. On crève pas en fait. Pourtant les tentations de se laisser aller, les tentations de se laisser crever entre guillemets dans un coin de baraquement, de dire j'arrête tout ça, j'en peux plus. Tu sais, je parlais du coronavirus, il y a des gens, alors je crois que c'est particulièrement aux États-Unis, qui devant la pression des événements et la peur de ce qui leur arrivait, la crise mondiale, etc., la pandémie, etc., il y a eu beaucoup de suicides. Ouais. Il y a eu des suicides de gens qui n'avaient pas la force de caractère, le tempérament de survivre tout simplement à cette exposition, à un stress permanent. Je me dis, qu'est-ce que ces gens auraient fait en 47? Est-ce qu'en 47, on aurait retrouvé ces gens comme Giuseppe, c'est-à-dire dans Turin, qui, bon, on voit bien que la vie n'est pas la même avant et après, parce qu'il a quand même vécu des événements spectaculaires, mais il est là, il se rhabille, il se recoiffe, c'est stupide ce que je dis, mais pas du tout en fait. Ça veut dire que, tu sais, il y a en psychiatrie, en psychologie, en psychiatrie surtout, on considère que quelqu'un commence à aller mieux quand il recommence à s'habiller correctement en fait. Et je suis impressionné par la force de caractère de Giuseppe, parce que j'ai dit, Giuseppe, on s'attache à lui, on s'attache à ses malheurs, et surtout on compatit à son incompréhension de ce qui se passe. Et j'ai beaucoup aimé l'idée que tu mettes cette photo, déjà c'était une très bonne idée, et que tu la mettes exactement à cet endroit-là du livre, parce que tu sais ce que ça veut dire. C'est-à-dire là, on quitte le livre, l'histoire est terminée, on quitte le livre, et en revoyant Giuseppe comme ça, c'est comme si on entrait à nouveau dans le livre. Donc en fait, on quitte le livre par la porte d'entrée. Ça fait une espèce de boucle, on se dit, on est heureux pour Giuseppe. On est heureux qu'il ait survécu, on est heureux qu'il retrouve ta grand-mère, on est heureux qu'il retrouve sa famille, qu'il retrouve une vie, on est heureux qu'il aille se rhabiller et qu'il recommence la vie en fait. Est-ce que tu penses que toi, de ce que tu as connu de Giuseppe,
est-ce que l'impression que tu gardes de lui, le souvenir que tu gardes de lui, c'est le souvenir d'un homme qui n'était pas un homme lambda, mais un homme qui a vécu et survécu à des gros événements? Est-ce que tu penses que c'était quelque chose qui était quasiment palpable chez lui? Alors, sur ce dernier point, c'est certain que en tant que petit enfant, enfin, je l'ai connu jusqu'à l'âge adulte, hein, puisqu'il est décédé en 80. En tout cas, j'étais adulte. Je l'ai toujours vu comme étant d'abord un bon vivant. Je me souviens que c'était une bonne fourchette. Oui. Et il m'expliquait que voilà, chaque repas, c'était toujours ça de prix sur l'ennemi. C'était ça de prix Ouais. sur les privations. Beaucoup de gens ont réagi comme ça. Oui. Je veux dire, je me souviens que les repas de fête, il bouffait beaucoup. Il était même devenu assez gros sur ces dernières années parce que, ben voilà, au moins ça, on n'allait pas lui prendre. Et je me souviens aussi que c'était quelqu'un qui travaillait. Il n'a pas eu de carrière ou quoi que ce soit. Quand il est revenu, il est allé bosser dans un restaurant en faisant de la plonge, puis ensuite comme serveur. Il a pu remettre ses costumes parce que les Italiens ont depuis longtemps cet amour de l'élégance. Et puis, bien que très modeste, puisque je le décris, ils avaient, dans toute la famille, ils avaient une paire de chaussures, de belles chaussures du dimanche. Et donc, c'était par les sacrifices, il s'en est sorti. Et j'ai en revanche, en tant que gamin, toujours eu l'impression de voir comme un grand-papa qui parle à ses petits-enfants, quelqu'un qui est plutôt affectueux et pas du tout triste, ni même, comme je disais, toutes ces histoires qu'il me racontait, elles étaient extrêmement expurgées de tout détail terrible, scabreux ou violent. C'était toujours, il me racontait l'histoire de comment il avait rencontré un dinosaure en Afrique, dans le désert. Il me racontait les histoires de comment il aimait bien danser la danse. Et en Grèce également, il avait essayé d'apprendre à danser les danses grecques. Donc voilà ce qu'on raconte à un enfant de son expérience de guerre. Alors évidemment, plus tard, adolescent, il m'a raconté une ou deux de ses rares actions guerrières, si on veut. Et en fait, il le disait presque avec autodérision, en disant, voilà, tout ça pour finir sur une petite colline en Grèce où on a tiré 4 fois avec le fusil sans savoir sur quoi on visait. Et puis finalement, ces pauvres types, ces pauvres soldats grecs qu'on a capturés, eh ben, ils étaient pareils que nous, ils avaient la même tête, ils avaient la même barbe d'une semaine, ils n'étaient pas lavés comme nous, ils étaient fatigués comme nous. Et puis finalement, on a partagé les cigarettes et le café. Parce que qu'est-ce qu'on veut faire? On devait attendre qu'une équipe vienne les chercher. On était sur cette colline, ben, on a bouffé ensemble. On a partagé nos cigarettes, nos cafés. Donc c'était quand même quelqu'un de très humain. Et quand tu parles de la reconstruction du pays, je mentionne à la fin, dans les derniers chapitres du livre, lorsqu'il rentre, alors on va divulgafier l'histoire, il survit évidemment, il rentre chez lui, il rentrera à pied depuis l'Allemagne. D'ailleurs, tu parlais de la confrontation. Le camp dans lequel il s'est retrouvé à la fin a été libéré par l'armée rouge, donc de l'Union soviétique, avec laquelle l'Italie a été en guerre. Et donc, il se pose à un moment la question, d'ailleurs, ces Italiens, en se disant, bon, visiblement, l'Allemagne a perdu la guerre, alors on va être libéré soit par les Anglais, soit les Américains, soit les Russes. Mais est-ce que si on est libéré par les Russes, on ne va pas tomber... Oui, ça va pas recommencer, et puis... Est-ce qu'on ne va pas finir 10 ans dans ce qui est arrivé aux beaucoup de prisonniers allemands? Est-ce qu'on ne va pas finir 10 ans dans les geôles soviétiques? Ils ne pouvaient pas savoir que Staline avait donné l'ordre de bien traiter, de libérer le plus rapidement possible les Italiens, parce qu'il savait que l'année suivante, en 1946, aurait lieu des élections en Italie, et il comptait, et il avait envoyé des commissaires politiques. Alors ça, mon grand-père, évidemment, ne peut pas le savoir, je l'explique. Il avait demandé à ses commissaires politiques de faire en sorte que la troupe soviétique traite très bien les Italiens, et qu'il leur fasse même une picouse, une petite propagande pour leur dire, lorsque vous rentrez au pays, rappelez-vous que c'est nous qui vous avons libérés, et il faudra voter communiste, chose qu'a faite mon grand-père toute sa vie. Ah ouais. Il m'a toujours dit, je ne sais pas ce que c'est, mais je vote communiste parce que c'est eux qui m'ont libéré et je leur dois bien ça. Oui, je comprends. Bah, tu sais, cet état, tu m'entends là? Oui. Cet état d'esprit des petites gens qui, sur la base d'une raison en particulier, qui même parfois peut avoir 50 ans d'ancienneté. Moi, j'ai connu des gens, y compris dans ma famille,
Alors, je suis pas italien, je suis français, je suis lorrain. Donc, les Lorrains ont particulièrement souffert du voisinage allemand pendant longtemps. Et j'ai des gens dans ma famille qui ont jusqu'à, alors pas jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est des gens qui forcément maintenant sont décédés, mais qui ont détesté les Boches toute leur vie, Ouais. mais même 40 ans après la fin de la guerre, quoi. Mais c'était un principe pour eux que jamais ils pactiseraient avec les Boches. Et je me rappelle d'un grand-oncle de chez moi qui, lorsqu'il avait vu la photo de Mitterrand, main dans la main avec, alors c'était avec qui d'ailleurs? Helmut Kohl. Ouais, voilà. Il avait, ça l'avait tué avant l'heure en fait, mais parce qu'il se disait c'est pas possible en fait. Pour lui, c'était non, c'était l'ennemi héréditaire. C'était même pas une question de, je veux qu'on refasse la guerre avec eux. C'était pas dans cet esprit-là. C'est dans cet esprit de, ils nous en ont fait trop baver. Ouais, ouais. On peut pas leur pardonner quoi. C'était une sorte de, comment dire, une rancœur. C'est vrai, une rancœur en fait. Donc en fait que ton grand-père ait voté communiste pour cette raison particulière, y compris 30, 40 ans après les événements, non seulement ça ne me choque pas, ça ne m'étonne pas, et je ne le juge même pas mal, tu vois. Ah Je non, trouve mais même que c'est normal en fait. C'est c'est quasiment normal. C'est le raisonnement de quelqu'un qui fonde son, j'allais pas dire son action politique, mais qui fonde les décisions de sa vie sur son expérience personnelle. C'est peut-être un peu ce qui manque aux gens d'aujourd'hui. Beaucoup de gens sont un peu trop dans l'abstraction, veulent tout théoriser, tout intellectualiser, etc. Des fois, si on était un petit peu plus terre à terre et qu'on fondait les décisions de nos propres vies sur notre expérience, peut-être que ça nous ferait faire des choses différentes. J'avais ouais. justement une question à te poser. J'ai oublié de répondre à une de tes questions. J'ai Euh, oublié laquelle, du coup. mais c'est qu'en fait, lorsqu'il est effectivement, aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui se sentent micro-agressés. Oui, offensé. Là, il faut s'imaginer que lorsque donc Giuseppe est réussi à rentrer en Italie, rentre chez lui, il retrouve sa famille et surtout il retrouve son frère qui lui est resté au pays. Il voit le pays qui a été pas aussi ravagé par les bombardements que l'Allemagne, parce qu'il a quand même traversé une partie d'Allemagne où chacune des villes et chacun des presque des villages qu'il a traversé a été littéralement aplati. Oui. Et il se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais retrouver? Est-ce que ma ville va pas être aussi aplatie? Parce il mesure la puissance colossale des forces alliées, en fait. Mmh. Et il se dit, déjà l'Allemagne, elle s'est fait rétamer la gueule, en fait. Elle s'est fait, en 4 ans, elle s'est fait raser toutes les villes. Elle a été laminée. Enfin, on oublie à quel point les 1944-45 ont été une véritable, je dirais pas extermination, c'est pas le mot, mais une destruction Ouais. systématique totale de l'Allemagne. Ouais. Bon, après, voilà, on peut gagner la guerre le plus vite possible, c'est comme ça. Et il dit, mais qu'est-ce que nous, l'Italie, on s'en Ouais. déclarer la guerre à toutes les puissances du monde, les soviétiques, la France, l'Angleterre, les États-Unis, pourquoi pas Mars et Jupiter. Et donc il rentre chez lui, et en gros, comme beaucoup de survivants, il a envie de raconter les horreurs qui lui sont arrivées. Il a envie de raconter qu'il mangeait des pelures de pommes de terre. Il a envie de raconter comment il est rentré à pied. Et en gros, les gens qu'il connaît, son frère en premier, lui disent, bon, écoute, t'es gentil avec tes histoires, mais tu sais, nous, on a été bombardés, on a eu la Et guerre civile, on a eu des cousins, des frères qui se sont battus entre eux, on a eu des femmes violées, on a eu des partisans communistes, des royalistes et des fascistes qui se sont pété la gueule pendant 2 ans. T'es gentil, mais tes histoires de prisonniers, tu les gardes pour toi, maintenant il faut ouais. bosser. Et il y a en fait, je sais pas si j'arrive à le rendre dans le livre, mais il y a en gros un grand moment de solitude où en fait tout le monde se dit, bon, on a tous souffert, on a tous beaucoup souffert, mais on va pas en parler et on va bosser maintenant et c'est Ouais. fini. Et d'ailleurs, je lance un petit peu une pique comme ça entre deux lignes qui dit, à un moment, il y en a un qui blague en disant, mais t'imagines, un jour, il y a des gens qui vont essayer de se faire du pognon sur la souffrance qu'ils ont subie. Et l'autre répond, mais non, t'es fou, c'est impossible, il n'y a personne qui Ouais. est indécent. D'ailleurs, personne ne l'a fait, hein. Personne ne le fait, on sait bien, l'Allemagne ne paye pas un centime aujourd'hui. Et bref, Juste. non, cela dit, pas que au-delà de ça, plus sérieusement, au-delà de la boutade, encore aujourd'hui, clairement, il y a des gens qui, à travers le monde, tu parlais de gens qui n'aimaient pas les Boches. Moi, j'ai connu des gamins dont les parents étaient hollandais dans les années 70. Et dans les années 70, les gamins me disaient toujours, ah, salaud d'allemand. Ah ouais. Voilà, et j'ai vécu la dernière période de ce ressenti contre l'occupation allemande qui, et d'ailleurs je ne le cache pas, je le décris dans les livres, je mentionne dans le livre 2 ou 3 des exactions allemandes en Grèce, notamment, puisque mon grand-père était là-bas, c'était sauvage.
des femmes, des enfants tués en représailles contre des actions partisanes, etc. Ouais. Je ne blanchis et j'ai beau faire un petit peu d'humour parfois, mais la guerre, elle est horrible. Entre les lignes, parce que mon grand-père a eu la chance de ne pas se retrouver dans des endroits, sinon j'aurais écrit un livre différent. Si ça avait été le cas, j'aurais écrit un livre où la grande histoire apparaît, mais lui, non, il n'a jamais fait partie de cette grande histoire, mais à quelques kilomètres d'où il était en Grèce, des unités, et même pas SS, hein, de l'armée allemande, des troupes de montagne, ont purement et purement simplement massacré plus de 200 personnes dans un village Ouais. sur suspicion d'avoir aidé des partisans. Et ces femmes, c'est comme Oradour-sur-Glane, Ouais, ouais, ouais. là, il n'y avait rien dans l'église, quoi. Mais vraiment, femmes, enfants enfermés dans l'église, mitraillés, brûlés. C'est sauvage, la guerre. Et c'est moche. Ouais, c'est terrible. J'avais d'autres questions à te poser, mais avant, est-ce que Jean Laporte est là? Oui, Je sais qu'il va mettre je un suis temps à me là. répondre. Ben voilà. Est-ce qu'on pourrait profiter de cette petite intermède pour demander aux spectateurs de mettre des pouces en Oui, alors l'air? je l'ai fait dans le chat plusieurs Ah, fois, mais le faire à l'oral, c'est bien aussi. Donc mettez des pouces en l'air. Il n'y a pas de question du chat pour l'instant. Par contre, il faut noter un d'accord. don de François64 qu'on remercie. Merci François64. Et les gens qui voudraient poser des questions pour dans quelques minutes, quand on aura fini de parler du livre, ne se privent pas de le faire. Et ne se privent pas de mettre un pouce bleu. Pouce en l'air. C'est pas pour les embêter, c'est pour le référencement, on l'a déjà expliqué. Plus il y aura d'interaction sur une vidéo, sur un live, plus ça va permettre à l'algorithme de YouTube de considérer que cette vidéo a un intérêt pour les internautes, et donc la mettra en valeur. Exactement. Je Euh, tiens à dire aussi que certains auditeurs ont noté dans le chat les effets du rameur sur Piero San Giorgio. Les effets positifs, donc. Ah, c'est bien, ouais. Le rameur, il est derrière moi. On l'utilise tous les jours. C'est bien, c'est une affaire qui roule alors. Donc si Pierrot m'entend toujours, je voulais lui poser une question. Là, c'est plus, là, on va quitter la sphère des événements historiques à proprement parler, et pour plutôt parler de l'auteur. Je me suis dit, effectivement, tu as fait un espèce de transfert entre l'écriture des essais et du roman. Je me suis posé la question, je vais te la poser. Qu'est-ce qu'a été entre guillemets, l'ordre chronologique? Est-ce que tu t'es dit, j'ai écrit des essais jusqu'à présent, mais j'aimerais bien essayer un roman. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire sur mon grand-père. Ou est-ce que tu t'es dit, à l'inverse, j'ai envie de raconter ce qui est arrivé à mon grand-père, sous quelle forme je vais le faire? Et il me semble que le roman, c'est la meilleure forme. Comment ça s'est né dans ta tête? Alors, tout d'abord, j'ai toujours voulu écrire des romans parce que j'aime lire. Vraiment, je viens de passer 10 ans sans vraiment lire des romans, pas beaucoup, parce que j'étais trop pris par des livres voilà, des essais, des livres d'information, etc. Et je pense que d'ailleurs, comme toi, depuis peut-être une année, j'ai recommencé à lire des romans parce que les informations sur le monde d'aujourd'hui, j'en ai assez, j'ai Oui, compris. ouais, ouais, Maintenant, j'ai envie de passer à la fiction, donc je suis en train de me relire des classiques. bien. Euh, et comme j'aime beaucoup la littérature russe, française, italienne, anglaise et même américaine du XXe siècle, euh, nous avons la chance en tant qu'espèce humaine d'avoir une littérature incroyable. C'est vrai. Des œuvres, et il faut plus qu'une vie pour tout lire. Et si on veut en plus relire plusieurs fois, tu parlais du Petit Chose, qui est un livre extraordinaire, et il y en a tant d'autres dans la littérature française, surtout le 19e siècle, qui est un siècle incroyable, qu'on doit lire avec critique, hein, mais qui est juste incroyable. Et bien, je me suis remis à écrire, et puis, en fait, cette idée, enfin, de l'opportunité plutôt de ce livre est venue par j'ai un agent littéraire en Australie qui essaie pour l'instant sans beaucoup de succès, poser mes livres dans les pays asiatiques, en chinois, en japonais, etc. Et qui m'appelle en disant j'ai un Netflix demande des romans, des histoires qui pourraient être adaptées au cinéma. Ah ouais. Essaye, peut-être que je peux te poser chez Netflix. Alors moi je dis, tu sais, Netflix, le moment où ils vont voir ma fiche Wikipédia, ils vont jamais prendre mon livre. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, ta fiche Wikipédia, c'est vrai elle est saucée. Hein. Oui, oui, mais c'est normal. Les fiches non scientifiques sont trustées par des gauchistes. Oui, bien sûr. Mon fils, j'ai l'adresse, hein, donc j'ai leur adresse physique. Donc,
Si ça m'apporte des problèmes, je sais où les retrouver. En revanche, je me suis dit, c'est un exercice intéressant. Et en fait, je me suis dit, sur quoi je pourrais écrire? Parce que lui me dit, ouais, mais t'écris des livres de survie, vas-y, écris une fiction de survie. Et moi, je me suis dit, c'est trop galvaudé parce qu'il y a eu trop d'histoires de Rambo au truc de zombies. Il y a trop d'histoires de survie qui sont un peu. Et puis, le problème quand on écrit sur un sujet, c'est que lorsqu'on a trop vu sur ce sujet, on est influencé par ce qu'on a vu inconsciemment. Et donc, je me suis dit, non, je ne vais pas écrire des histoires de survie, ça ne m'intéresse pas. Après, je suis arrivé à l'histoire de Giuseppe et je me suis dit, mais au fond, en dehors d'Italie, il n'y a pas de livre qui traite de ce sujet. Et en plus, c'est un sujet qui m'est à la fois personnel et donc j'ai une forme de motivation à le faire. Et puis, je connais le début et la fin. Et donc, c'était un exercice qui n'était pas très difficile d'un point de vue narratif. J'ai dû évidemment choisir le style. J'ai pas voulu. J'ai hésité à faire beaucoup plus de flashbacks, des choses, des mises en abîme. Je sais pas quel est le terme français, mais finalement, je me suis laissé conseiller par le livre de Stephen King sur l'écriture. J'en ai lu plusieurs comme ça. Je me suis quand même. Bon. Je crois que son conseil numéro 1, c'est pas de fioriture et pas de mots inutiles. Oui, et en fait, pour ce genre d'exercice, il a raison. Oui, bien sûr. Après, on peut. Maupassant aurait sans doute quelque chose à dire contre ça, hein, mais clairement, dans ce genre de livre, ça va. Les autres romans que j'ai en ébauche, par exemple, en ce moment, ne sont pas du tout écrits de la même manière, mais ils sont encore en phase d'ébauche. C'est un peu des jets comme ça, des chapitres un peu au hasard. Mais là, clairement, je voulais faire des phrases courtes parce que lui-même était quelqu'un qui parlait court. Et je sais que, par exemple, lorsque j'écris mes essais, j'ai plutôt tendance à faire des phrases un peu longues. C'est un défaut qu'ont beaucoup de gens. Voilà, moi, je ne me considère pas un écrivain particulièrement talentueux. Je trouve, par exemple, pour avoir lu ton dernier livre, que tu as une excellente plume. Et qui est un excellent livre pour ceux qui nous écoutent et qui ne l'auraient pas lu. Merci, Pierrot. Et donc, j'ai pris cette démarche. Voilà, j'ai mis 6 mois pour écrire le livre. Ensuite, j'ai dû fignoler, faire des petits détails. Alors, mon agent, quand je lui ai envoyé pour Netflix, il m'a dit, bon, ça manque d'émotion. Et je dit, mais je suis un mec, arrêtez de nous parler d'émotion. Déjà, ma femme, elle n'arrête pas de me parler d'émotion. Moi, j'y comprends rien. Moi, je suis un mec, je vais... les émotions, c'est spécial pour un homme. On les garde en nous, on les exprime différemment. C'est pas un truc qu'on étale. Je veux dire, le type, il est dans ça. Il y a une scène où il y a deux prisonniers qui se battent entre eux. Ça va très très vite et ça finit avec un mort. Il n'y a pas de discussion philosophique, de discussion. Oui, est-ce que tu veux qu'on en parle? Pourquoi est-ce que tu te comportes? C'est ça. Non, c'est arrête de me faire chier. J'en ai rien à foutre. Choc, je te plante un coup de couteau dans la gorge, quoi. C'est comme ça que ça discute les mecs. Malheureusement, heureusement, mais bon. Et donc, ça a été un processus comme ça de plonger aussi dans cette période pour laquelle, en fait, j'ai beaucoup de compassion parce que même lorsque j'ai tenu à faire parler également des Allemands. Donc, j'ai essayé de faire parler des Américains, des Anglais, des Français dans ce livre pour que chacun, à un petit moment, puisse donner son point de vue, des Russes, pour montrer qu'il y a de l'humanité chez tout le monde, même dans un Waffen-SS mourant, même dans un commissaire politique soviétique. Par exemple, j'étais presque au bord des larmes. C'est étonnant, hein, pour ceux qui liront le livre vont trouver étonnant. Mais il y a une scène où mon grand-père et les Italiens sont amenés d'un camp à l'autre et ils doivent se mettre sur le bord de la route pour laisser passer des forces militaires allemandes qui se rendent à la bataille de Berlin, au nord. Et ils vont aller vers une mort certaine parce que le lecteur le sait, les forces soviétiques sont juste extrêmement puissantes. Et on voit des jeunes, on voit des gamins de l'âge de mon aîné, de 13, 14, 15 ans, en uniforme camouflé SS, menés par des vétérans, par des sous-officiers vétérans. Et je dis, dans leurs yeux, on voit qu'ils ont été en enfer et ils sont revenus. Donc, c'est des vétérans du front de l'Est ou du front de Normandie ou de la bataille des Ardennes. Et ces gens vont à une mort certaine et ce sont des gamins. Oui. Et à un moment, ces gens, ils regardent les Italiens, donc ces gamins qui ont 13-14 ans, ils regardent les Italiens
ils voient les Italiens qui sont en loc, qui n'ont pas mangé depuis 2 semaines, ils sont déjà mal nourris depuis 2 ans. Et tout ce que ces jeunes soldats allemands arrivent à dire, c'est qu'ils arrivent à insulter les Italiens et leur dire ouais, spaghetti, quoi, macaroni. C'est un peu une insulte de l'époque, mais ça va pas chercher très loin. Et sans s'arrêter, en continuant à marcher vers la mort, ils meurent de rire, ils sont hilars et ils se moquent des Italiens. Et j'ai été touché parce qu'il y a toute l'absurdité du monde, parce que quand on est réellement un antiraciste conséquent, hein, pas cotis, hein, on respecte les gens pour ce qu'ils sont, avec leurs différences, avec et là, il y a toute cette absurdité de cette idéologie nationale-socialiste qui a été poussée à des extrêmes de violence et de catégorisation raciale et de tout ce qu'on veut. Il y a tout le drame de la guerre de l'Italie, de l'Allemagne, où finalement on a des jeunes qui vont aller à la mort face à des jeunes Russes pour défendre des vieux croutons dans leur bunker, à la limite. Tu vois, il y a tout qui est résumé. Alors, j'espère que je l'ai réussi à le faire sortir, mais je sais que cette scène-là m'a mis au bord des larmes. Donc, à la fin, j'espère avoir pu mettre un peu d'émotion quand même dans ce livre, mais elle est assez subtile, elle est un peu cachée, et le lecteur doit, j'espère, saura se plonger s'il lit si vous me faites le plaisir, chers auditeurs, de lire mon livre, j'espère que vous saurez vous plonger, vous mettre dans ce que ça peut être à la place de ces gens à l'époque. Ben, en tout cas, on découvre avec plaisir que d'autres romans de Pirot vont paraître. Bonjour. Et on découvre aussi que Pirot est plein de subtilités, parce qu'il nous avoue avoir versé une larme en écrivant quelques lignes, 2 minutes après avoir dit qu'une vraie discussion entre mecs, ça se finit avec, avec le couteau dans la gorge. Donc en fait, Pirot passe d'un extrême à l'autre aussi, avec beaucoup de talent. Tout à l'heure, tu disais, Maupassant aurait écrit le livre différemment. Oui, Balzac l'aurait fait différemment, etc. Mais ce qui est intéressant et ce qui est bien et ce qui fait que c'est crédible et que c'est cohérent, c'est que ce soit justement écrit dans un style qui n'est pas trop littéraire. C'est pas balzacien, c'est pas, etc. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on l'a dit, le narrateur, c'est Giuseppe. Giuseppe n'a pas fait d'études de lettres, Giuseppe est un homme du peuple, donc quand Giuseppe s'exprime, il le fait simplement en fait. Donc il était important qu'en fait, vu que tu parles à sa place, entre guillemets, il était important que le style soit de cette manière épurée et j'allais dire directif, droit au but, sans faire de grandes phrases et pas d'effet de manche. Il n'y a aucun moment dans le livre, et ça c'est tout à fait un compliment, où on essaye, où on cherche volontairement à tirer le trait pour aller chercher une larme au lecteur en fait. Ouais. Giuseppe, les beaux moments, parce qu'il y en a au début, hein, il explique sa vie quand il va dans les balles, etc. Il le dit simplement. Les choses terribles, il les dit simplement, parce qu'en fait, les Giuseppe, les gens comme ça, vivaient des choses intensément intérieurement, mais lorsqu'il s'agissait de les exprimer, n'étant pas des littérateurs, n'étant pas des philosophes, etc., ça se faisait pas avec des grandes phrases, etc. Donc en fait, si tu avais trouvé la capacité, entre guillemets, de l'écrire sur le mode balzacien, par exemple, ça aurait détonné avec le sujet. Parce qu'on se serait dit, comment un livre écrit à la première personne par Giuseppe peut avoir été écrit sur un style balzacien. Donc c'est très bien que ce soit écrit comme ça. C'était impératif pour que ce soit crédible. Oui, et puis bon, alors je prends ça vraiment comme un compliment, et j'ajouterais même que j'ai pas le niveau d'un Marc Lévy au niveau des émotions, mais c'est vrai que j'essaie de rendre aussi la réalité. C'est par exemple lorsqu'ils sont voilà sous la protection des soviétiques, il y a un Sicilien, un pêcheur sicilien qui dit à mon grand-père, lui dit, toi, parce qu'évidemment, les soldats, ils s'ennuient, ils parlent de la maison, ils parlent de ce qu'ils aimeraient manger, ils parlent et le soldat sicilien, il dit, moi, tout ce que je veux, c'est rentrer à la maison. Et Giuseppe lui dit, et tu feras quoi quand tu arrives à la maison? Je lui dis, moi, la première chose que je vais faire à la maison, c'est embrasser mes enfants. Ensuite, je veux bouffer un immense plat de pâtes. Et ensuite, je vais baiser ma femme à mort. Dans cet ordre. Hein. Et bien sûr, dans cet ordre. C'est d'abord les enfants, ensuite la bouffe, en manger enfin un truc qui a du goût, avec de la tomate, avec... Et prendre des forces pour la dernière partie du programme. Exactement. Et ça, c'est sûr que c'est difficile de le dire autrement, parce que c'est comme ça que c'était dit. Ouais. Voilà, Tolstoï le racontait d'une autre manière, parce qu'il racontait les nobles, il racontait le point de vue de la noblesse russe.
Oui. Giuseppe, lui, il n'est pas avec. D'ailleurs, les officiers étaient séparés de la troupe, donc il n'y a pas d'officiers dans cette histoire, ou quasiment pas. Ce sont le plus intellectuel de tous, c'est un étudiant de 22 ans. La plupart, ce sont des pêcheurs, des agriculteurs, des ouvriers, pour qui le bonheur, c'est un bon plat de pâtes, passer du temps en famille, et être avec les amis et jouer aux cartes. Et c'est ça la vraie vie pour la plupart des gens depuis très longtemps. Ouais, je dirais c'est ça la vraie vie, ce sont ça les vraies aspirations des hommes normalement constitués qui forment 99% de l'humanité en fait. Il y a évidemment une petite minorité de gens qui sont des va-t-en-guerre et qui, bon, évidemment il y en a, oui, qui aiment faire la guerre. Je suis pas sûr qu'il y en ait tellement qui aiment la faire. Je pense qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils aimeraient la faire, mais je suis pas certain que si l'occasion se présentait vraiment, Il y a des gens qui ont du talent. Tu vois, Hans Junger qui a écrit ce livre, oui. Enfin, tous ses livres sont extraordinaires, mais enfin, son premier Orage d'acier, ouais. En fait, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui aime la guerre, mais il sait la faire. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, faut aussi accepter que l'être humain, que l'homme est complexe. En fait, c'est pas juste des fiottes pacifistes ou des machines de guerre prêtes à tuer tout le monde. Il y a un million de nuances et de subtilités entre ces deux extrêmes. Et je pense que Giuseppe, lui, ton personnage et ton grand-père, en fait, représente, je pense que l'archétype de l'homme normal, normalement constitué et sain d'esprit, en fait. Oui. C'est-à-dire ni une brute, ni quelqu'un qui va fuir devant les événements. Enfin, c'est quelqu'un qui absorbe les événements, en fait. Tu vois, c'est bien, c'est quelque chose que et en fait, en plus de les absorber, il les subit un peu jusqu'au moment où il décide. Et c'est une décision un peu instinctive et un peu c'est une vraie décision de ne plus les subir. Tout à fait. Est-ce que Jean Laporte est avec nous? Oui. Il met toujours un peu de temps à arriver, j'ai toujours l'impression de le mais réveiller. c'est que je Jean désactive Laporte. mon micro pour pas vous gêner et gêner les auditeurs, donc le temps de réactiver à 2 endroits différents me prend quelques D'accord, très secondes. bien. Là, je vais encore aborder un sujet avec Pierrot, simplement profiter de l'occasion avant de le faire pour répéter au chat que s'il a des questions pour dans quelques minutes, qu'il n'hésite pas. Très bien, et répéter pour les pouces bleus aussi, les pouces vers le haut. Et répéter pour les pouces bleus. Donc je reviens sur Pierrot, au sens figuré. Et donc les dernières pages du livre, ce sont les notes de Piero San Giorgio. Il y a quelque chose qui est, à mon avis, très intéressant, et on voit la patte de l'essayiste, c'est que tu fais un constat. Ça, c'est important de le rappeler. C'est en quoi ton livre n'est pas seulement un témoignage historique, n'est pas seulement tourné vers le passé pour se rappeler, se remémorer, etc. C'est aussi un avertissement. Parce que tu fais le constat avec d'autres, avec moi et avec beaucoup d'autres, qu'il se passe quelque chose en ce moment. On est peut-être dans un moment pivot où des concepts qu'on croyait acquis, comme la liberté, notamment la liberté d'expression, sont en train, année après année, et au rythme où ça va, on pourrait même dire mois après mois, de se rétrécir de plus en plus. On voit des instincts chez certaines personnes bruyantes et très voyantes et malheureusement très bien placées dans l'appareil d'État et dans l'appareil médiatique, des instincts de répression, des instincts de la faire fermer aux autres en fait. Donc à la fin de ton livre, tu t'inquiètes que, alors on n'est pas retourné en 1939-40, mais tu constates que notre époque file un mauvais coton de ce point de vue-là. Est-ce que ça c'est ton constat sur l'époque d'aujourd'hui? C'est que on s'achemine vers une situation qui, si on n'y prend pas garde, pourrait donner lieu à des débordements, alors des débordements de type totalitaire, des espèces de petits totalitarismes qui pour l'instant sont un peu mous, mais qui se mettent en place et surtout qui ont un genre nouveau. C'est que c'est plus simplement des États totalitaires, c'est que maintenant ce sont des communautés totalitaires, notamment sur les réseaux sociaux, et on voit des gens, ça s'est vu encore récemment, un petit groupe d'une centaine de féministes est capable d'obtenir du Tour de France qu'il arrête de mettre des pin-ups sur son podium. C'est plein de petites victoires de la censure qui sont en train de s'accumuler, et j'ai l'impression que, et à juste titre, que ça te fait peur, c'est ça? Que ça t'inquiète? Ça m'inquiète certainement parce que, pour deux raisons. La première, c'est que j'ai des enfants et que je vois qu'ils commencent, à partir du moment où ils deviennent adolescents, qu'ils sont influencés. Alors certains, sans que je les influence, ils ont plutôt tendance à avoir un esprit critique tout à fait développé. Et d'autres sont un petit peu plus dans l'air du temps, mais peut-être que c'est une phase qu'il faut faire, qu'il faut passer, par laquelle il faut passer. Mais surtout parce que je suis né dans les années 70, au début des années 70, dans une période qui probablement, pour donner une date, de 1960 à 1990,
a été une immense période de liberté, peut-être jusqu'à l'an 2000. De 1960 à l'an 2000, nous avons eu 40 ans où tout était possible, parfois avec l'excès, bien sûr, avec excès, on a vu mai 68, mais en tout cas, la liberté d'expression était totale, y compris sur des sujets que j'aborde, mais après tout, pourquoi pas, hein, si on est pour la liberté d'expression totale, eh bien, on est aussi pour des sujets qu'on aime le moins, forcément, c'est ça la définition. Et j'ai vécu, et donc j'ai eu mes années formatrices dans cette période où on devait tout dire, on pouvait faire de l'humour. Moi, j'ai des amis, j'ai encore aujourd'hui des amis de mon âge qui sont juifs, par exemple, et qui racontent, et avec lesquels je peux raconter des blagues qui, aujourd'hui, si j'étais en France, me feraient passer à la correctionnelle. Et eux aussi, d'ailleurs. et donc, parce que nous sommes d'une génération où on sait très bien qu'on s'estime en tant qu'homme, en tant qu'être vivant, en tant qu'être humain, et que donc les blagues font partie d'un exercice intellectuel, et même d'un respect, puisque les gens de ma génération ne se moquent que des gens qu'en fait, qu'ils aiment bien. J'en discutais même en Afrique avec Kémy Séba, les quelques fois où je l'ai rencontré. Nous étions assez d'accord, bien qu'il soit plus jeune que moi, où en fait, lorsqu'on se moque, c'est toujours en fait avec bienveillance. Et nous voyons aujourd'hui que les générations plus jeunes, manipulées et évidemment utilisées par des gens sans scrupules, qui ont des velléités totalitaires, jouent sur cet instinct de l'être humain qui est présent en chacun de nous, de vouloir imposer, comme dirait Nietzsche, notre volonté de puissance sur les autres, et que nous devons, par la maturité, en grandissant, apprendre, et je trouve que ma génération utilisait l'humour, à apprendre à maîtriser pour justement ne pas imposer sa volonté, et même d'avoir de l'autodérision, pour ça l'humour anglais est exceptionnel, et d'être capable de ne pas se prendre au sérieux, et finalement d'entrer dans le dialogue d'égal à égal entre individus. Et cette velléité totalitaire qui est en chacun de nous, aujourd'hui, a été réveillée, instrumentalisée, manipulée, comme je le disais, et par instrumentalisation politique, d'abord dans les campus universitaires aux États-Unis, déjà depuis les années 30, 40, ça fait très longtemps, et finalement, ça a été un instrument de l'Union soviétique dans sa guerre d'agitation et de propagande contre l'Occident. Et l'Union soviétique, donc l'instigateur a disparu, mais l'outil est toujours dans la nature. Et il a été récupéré par toutes sortes de petits dictateurs qui parfois poussent leur volonté de puissance et leur tyrannie dans des sujets très pointus. C'est souvent certains activistes de minorités raciales ou sexuelles. D'autres, en revanche, ont des desseins beaucoup plus à long terme, beaucoup plus ambitieux. Et ce sont ceux-là qu'il faut identifier et contre lesquels il faut lutter. Et la seule arme que nous avons pour l'instant, parce que c'est la seule qui est légale et que nous pouvons utiliser, c'est celle de montrer du doigt et d'oser avoir le courage de dire non, tu es un Tartuffe, ce que tu dis est illogique, est faux, et surtout n'est pas éthique, n'est pas la morale, elle est éventuellement à géométrie variable, mais en tout cas l'éthique, elle est universelle. Et donc nous devons leur dire, et nous devons les montrer, et nous avons encore un petit peu, par des chaînes comme Radio Athéna et bien d'autres, nous avons encore la possibilité de le faire. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais c'est notre devoir d'être humain de dire non, de dire stop. Parce qu'on nous dit toujours, est-ce qu'en 1930, en Allemagne, vous vous seriez opposé au nazisme? Est-ce qu'à telle époque, vous vous seriez opposé au communisme, etc. Et tout le monde, évidemment, se dit, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je ne vois pas beaucoup de résistants en 1940, et je vois beaucoup de résistants en 1945. Donc, aujourd'hui, nous avons l'occasion de montrer l'adversaire ou l'ennemi, et en tout cas de dire ce que l'on pense. Alors si ça se trouve, on a tort, et peut-être que ce sont les militants LGBTIQX qui ont raison, je ne sais pas. Mais certainement, c'est notre devoir, je ne crois pas, mais enfin certainement c'est notre devoir de... Tout ça pourquoi? Parce que dans un monde totalitaire, un jour, le régime, et 1984 d'Orwell le montre très bien et de manière vraiment brillante, un jour le régime peut dire tous les gens qui ont une barbe, il faut leur couper la tête. Et le lendemain, ils vont dire ah mais non, en fait, c'est tous les gens qui n'ont pas de barbe à qui il faut couper la tête. Ouais. Parce que quand ça devient irrationnel, 2 plus 2 égale 5, et quiconque n'est pas d'accord est montré et ostratisé pour ne serait-ce que dire la réalité. On voit aujourd'hui
que le simple fait de constater des réalités physiques, biologiques, empiriques, nous fait prendre nous fait exclure et fait qu'on est insulté et critiqué. Et la dérive, elle est potentiellement énorme. Alors, il faut dire une chose, alors, pour une fois de positif, hein, on nous bassine depuis 50 ans, mais c'est plutôt récent avec ces devoirs de mémoire. Eh bien, le devoir de mémoire, il est utile, il est important à partir du moment où on en tire les bonnes leçons. Et les bonnes leçons, ce n'est pas qui doit de l'argent à qui ou qui doit ramper par-ci ou par-là. Parce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui qu'au début, c'était simple. Il fallait se prosterner sur une narration, mais aujourd'hui, il y en a 50. Et, et bientôt, tout le monde doit ramper devant tout le monde. Et ça va finir en guerre. Et ça va finir dans un bain de sang. Et donc, nous devons apprendre, au contraire, et c'est ce que je sais, et je pense que tu l'as compris, parce que tu es une des premières personnes qui m'en parle, c'est que dans ce commentaire qui a suivi le livre, j'essaie de montrer, attention, l'outil infernal, c'est l'État, qui n'a plus de contrôle. Oui. Et l'antidote, c'est l'homme libre. Mais l'homme libre a beaucoup de difficultés face à la puissance de l'État. L'État a les forces armées, a les forces de l'ordre. Oui. Eux-mêmes, ce sont des individus, certes, mais ils sont stipendiés, donc ils obéissent aux ordres. On l'a vu notamment en France pendant le début de révolte qu'ont été les Gilets jaunes. Là, pour taper dans le lard, tout le monde a obtempéré. Donc c'est très, très, très préoccupant. Mais en même temps, on n'a pas le choix. On est obligé de se battre avec les outils que l'on a, c'est-à-dire la liberté et l'individu, le fait qu'on ait éventuellement le groupe par les gens qui pensent pareil, qui peuvent se regrouper. Et même si on ne pense pas pareil, de perdre cette très mauvaise habitude qui est très présente dans beaucoup de pays, notamment en France, mais aussi en Italie, en Angleterre d'ailleurs, au lieu d'aller chercher la petite bête, la petite différence qui nous sépare, d'aller au contraire dire, bon, on a 80% de nos idées qui sont pareilles, et puis au fond, on aime la liberté de culte, la liberté de penser, la liberté de croire, la liberté de tout ce qu'on veut. Et à partir du moment où on a cette liberté, on a un ennemi commun, c'est la tyrannie. Et ce discours, d'ailleurs, il est vieux comme Platon, il est vieux comme Aristote, il est vieux comme sûrement des penseurs égyptiens dont on a perdu la trace. Il est aussi vieux que l'humanité et nous ne sommes que... Peut-être la différence, c'est qu'aujourd'hui, nous avons en face de nous potentiellement Skynet et Terminator. Où à partir du moment où ce sont des machines, il n'y a plus le doute, il n'y a plus le Cosaque, il ne peut plus changer de camp. Le Terminator, il n'a pas de conscience. Ce qui est intéressant, ce qui me permet de te dire que tu fais partie des gens qui ont compris le fonctionnement du totalitarisme. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que le totalitarisme, c'est d'abord l'instinct des hommes. Et que les gens ont, comme tu dis, chacun tapis en eux une volonté de puissance et de s'imposer. Et lorsque ça commence à fonctionner, c'est un petit peu comme le requin ou je ne sais pas quel bestiau qui commence à avoir du sang, ça l'affame encore plus. L'erreur, ce serait de croire que la restriction de la liberté ne peut avoir la forme et ne peut agir que si un État totalitaire, central, extrêmement jacobin, de type nazi, de type soviétique, de type communiste, alors qu'en réalité, les choses ont changé de ce point de vue-là, parce qu'il y a entre-temps quelque chose qui s'est mis en place, qui est inédit dans l'histoire humaine, c'est la technique, la technologie, Internet et les réseaux. Ce qui fait que là où jadis, des gens avec leurs petits instincts de puissance n'avaient pas la capacité de réseauter et de les mettre en relation avec d'autres gens et donc de s'organiser, aujourd'hui, les gens qui veulent faire taire les autres ont cette capacité matérielle, technique, technologique de le faire. Et c'est pourquoi on voit avec la naissance d'Internet, au début Internet, enfin, on a tous les deux un âge qui nous permet d'avoir vu arriver Internet. Un gamin de 20 ans, il est né avec ça. On l'a vu arriver Internet, et donc je ne sais pas si tu t'en souviens, si tu l'as utilisé dès les premiers temps, mais je pense que oui. Il y a eu un moment donné où Internet était synonyme de liberté totale. Totale. Le principe même d'un modérateur sur un forum, ça existait pour décorer en fait. Et au fur et à mesure, jusqu'à aujourd'hui, où là on est dans un délire absolument total, où des gens ont la capacité
des gens ont une capacité de nuisance décuplée, multipliée par 10, 100, 1000, 100 000, à partir du moment où ces abrutis peuvent se parler entre eux, d'où que ce soit, d'où qu'ils soient dans le monde. C'est-à-dire qu'un abruti qui habite dans le Finistère peut réseauter avec un abruti qui habite à Lyon. Et donc, à partir du moment où deux abrutis arrivent à discuter entre eux, bah, ça fait plus un abruti qui n'a plus aucune force de frappe, ça fait deux abrutis. Et deux abrutis, ça donne après 3, 4, 5, etc. Et moi, ce qui me fait peur, c'est les réseaux sociaux. Je sais pas si tu as déjà été faire un tour sur Twitter, mais Twitter, je pense que c'est une vision d'enfer, quoi. C'est du délire ce qui se passe sur Twitter. Là, Je suis reparti. ouais, bah voilà, en fait, il faut pas y rester. Pour préserver sa santé mentale, je crois que Twitter, c'est ce que Internet a fait de pire. Probablement que ce que Internet a fait de pire, a produit de pire, c'est le tweetos typique. Le tweetos typique est intolérant, fanatique, insultant, autoritaire, arrogant, prétentieux. Il est tout ça, en fait. Le tweetos typique, c'est pas 100% des tweetos, heureusement, mais ça va mal finir. Ça va mal finir parce que ça va mal finir. Excuse-moi si je t'ai coupé, mais ce qui va mal finir, c'est que tôt ou tard, les gens ils se réunissent dans le réel. Et j'ai déjà largement commenté le pugilat de deux figures de la dissidence en France il y a quelques années, puisque j'en ai parlé avec chacun d'entre eux séparément. Mais je ne vais pas citer les noms pour pas qu'on se fasse censurer, parce qu'aujourd'hui on en est là. Tôt ou tard, quelqu'un qui se sent insulté sur un de ces réseaux, surtout dans le microcosme d'une ville comme Paris, un jour va arriver avec ses copains, et je ne le souhaite pas, et je suis obligé de dire que je condamne ce genre d'action. Il va arriver avec des battes de baseball et il va expliquer la vie. Et je dis ça parce que c'est déjà arrivé. Et en Italie, dans les 2 années qui ont suivi la Première Guerre mondiale, il y a eu un phénomène de révolution communiste qui s'est mis en place. Je le décris brièvement, succinctement dans un des chapitres du livre d'ailleurs. Et à cette révolution est arrivée une sorte de contre-révolution qui était aussi socialiste. D'ailleurs, le fascisme était socialiste, mais était encore plus violent. Et donc, à un moment, à celui qui cherche la haine, il la trouve. Évidemment, il la trouve. Et lorsque l'économie va bien, les gens ont trop à perdre. Et donc, ils ont autre chose à faire que d'aller fracasser quelqu'un qui les a insultés sur Internet. Mais lorsque le chômage va encore augmenter, je rappelle, en France, cette année, c'est 1,5 million de chômeurs supplémentaires. Lorsque le chômage va augmenter, comme je pense que c'est inévitable, virus ou pas, le processus de toute façon était lancé depuis déjà un moment. L'effondrement économique, là, pour revenir sur mes essais, il est en marche et il est en pleine forme et ça avance très vite. Lorsque vous aurez 2 fois le nombre de chômeurs qu'il y a aujourd'hui, les gens n'auront plus rien à perdre. Ils sont très énervés. Et là, 100 militantes, militants, on ne sait pas trop, qui veulent enlever les trucs, au bout d'un moment, il y a un type qui dit bah, moi, j'aime le cyclisme. Moi, ce que j'aimais bien, c'est regarder les fesses des hôtesses qui faisaient la bise aux gagnants de l'étape. Maintenant, j'en ai marre. Il va prendre son fusil et il va aller à la préfecture. Il va faire un massacre. Et ça commence aux États-Unis. On a commencé à avoir des avocats dans des cas de divorce qui se sont fait massacrer le bureau entier. Il faut être très attentif parce que le retour au réel peut faire mal. Le retour au réel, il est effectivement très dur. Et lui aussi sera d'ailleurs manipulé. Et c'est bien pour ça que c'est triste. C'est que nous sommes encore une espèce très, très adolescente. Nous devons, à mon avis, justement, nous livrer. Alors après, ça peut être un débat d'un ordre politique, mais à mon sens, mon avis personnel, et en ce sens, je suis proche de l'anarchisme, pas de gauche, hein, mais un anarchisme pur, c'est que je pense qu'il est temps que nous nous affranchissions du besoin d'avoir une figure tutélaire qu'est l'État. Mais je suis sans doute très naïf, puisque de fait, je vois les gens autour de moi dans la vie, les gens ont besoin d'un père. Alors aujourd'hui, on est dans un état maman, on est dans un état nounou, et c'est pire qu'un état fasciste ou un état paternaliste, qui lui encore est capable d'avoir une nuance comme un père de famille peut l'avoir. Mais une maman, c'est de l'amour absolu. Et en plus, c'est un amour pervers dans ce cas-là. C'est un amour... du pathos. Voilà. Et, exactement. Et donc, je discutais avec un psychiatre récemment qui me disait, tu vois la différence entre les nazis, ils te butaient parce qu'ils te disaient « je te déteste, je vais te tuer ».
le socialiste ou le communiste, eux, ils vont te dire, qui est une forme, enfin, les nazis étaient national-socialistes aussi, mais enfin bon, le socialiste ou le communiste, ils te disent, tu vois, je vais te tuer maintenant, je vais te torturer, je vais te tuer parce que je t'aime. Ah oui, c'est Et, vrai. C'est vrai. alors, c'est pas Je, tout à fait vrai dans le sens où, je vais te tuer pour t'émanciper. oui, c'est pour ton bien. C'est comme ce que c'est une forme d'inquisition, mais en 1000 fois pire. Parce qu'au moins, l'inquisition, elle sauvait ton âme. Mais Ouais, là, c'est ça. on t'élimine physiquement. Et dans le meilleur des cas, tu vas au goulag pour être rééduqué. Mais c'est. Ouais, tout ça n'annonce rien de très joyeux pour les années à venir. Là, si je devais rebondir simplement sur une petite phrase que tu as dit par rapport au retour au réel et qu'à force de chercher la haine, on finit par la trouver. Je dirais même, pour être encore plus proche de la réalité, que à force de chercher la haine, on finit par la créer. Parce qu'on va finir par tellement énerver les gens, ça va devenir tellement insupportable que même des gens qui sont des âmes plutôt pacifistes ou en tout cas calmes, etc., à un moment donné, ça va les rendre fous en fait. Et donc cette haine des gens raisonnables, on est capable de la créer à force de trop les titiller. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer sur un temps long, sur un temps relativement long. Les choses se mettent en place, c'est plusieurs années, progressivement. C'est un petit peu comme, tu sais, vous voyez, on se voit un coup sur deux. C'est un petit peu comme la théorie, enfin, c'est pas la théorie, c'est l'exemple de la fameuse grenouille comment ça s'appelle, dans l'eau chaude. Elle voit pas arriver ce qui lui arrive parce que l'eau monte. On met une grenouille dans l'eau. L'eau, elle est tiède à température ambiante. On monte la température de l'eau très progressivement, donc la grenouille s'en rend pas compte et elle finit par mourir et bouillanter. Tandis que si on la monte d'un coup, elle finit par, euh, par bondir parce qu'elle a peur. Moi, je pense que ce qui va se passer, c'est exactement l'inverse. C'est à force de faire bouillir les gens, ça va être l'effet cocotte minute. C'est ça, en fait. Quand je dis à force de chercher la haine, à force de pousser les gens à bout, ça va faire un effet cocotte minute. Et quand ça va arriver, la responsabilité incombera aux gens qui auront laissé faire cette situation, c'est-à-dire les gens qui, pendant des années, auront cédé aux injonctions d'ultra-minorité de 100 personnes, parce que c'est impossible. Tu sais, quand tu as parlé de mon livre, tu as dit, ce que je disais dans mon livre, qui est tout à fait vrai, que aujourd'hui, un petit comité d'environ 2000 personnes, fonctionnaires, hauts fonctionnaires et d'élus, à 2000, ils sont capables d'envoyer 65 millions de Français dans le mur. Une infime, toute petite minorité est capable de faire ça. Est-ce qu'il faut absolument que ça continue? Non. Il faut absolument que, si on est vraiment démocrate, il faut que ce soit la loi du plus fort en nombre. Il faut absolument arrêter la situation où des gens en comité de plus en plus restreint arrivent à imposer leurs desiderata à des majorités de plus en plus larges. C'est pas possible. C'est pas possible parce que sans... J'allais être grossier là. Donc je vais reprendre ma phrase dans ma tête. C'est pas possible que 100 féministes énervés obtiennent du Tour de France, c'est vraiment, je reprends cet exemple-là, mais il y a un million d'exemples, c'est pas possible. oui. C'est pas possible, il y en a marre en fait, ça n'a aucun sens, c'est pénible. Ah, personne n'a dit que la goutte qui fait déborder le vase doit être une goutte importante. Hein. Ça peut être un Ouais, effet ouais, anodin. c'est ça. Et simplement, la crainte, c'est que on rentre dans un monde chaotique. Ouais. Moi, d'ailleurs, et pour un Italien, moi, je suis quelqu'un d'assez carré dans la tête. Je suis plutôt un Italien qui doit avoir des origines, d'ailleurs, c'est le cas, des origines allemandes ou nordiques quelque part dans ses ancêtres, parce que c'est peut-être mes origines paysannes où, en fait, voilà, on n'est pas très. Moi, je suis arrangeant et assez créatif, mais fondamentalement, j'aime l'ordre autour de moi. Ouais, ouais, ouais. Et donc, forcément, quand on aime l'ordre, on craint le chaos. Bon, je me débrouille dans le chaos. J'ai bossé en Afrique, j'ai appris à le faire. Mais, mais je sens qu'on rentre vraiment dans le chaotique, dans le ingérable. Et je pense on est largement au-delà du gérable de toute façon. Et c'est bien pour ça que des gens qui croient faire une action finissent par avoir l'effet inverse. Et ça, c'est déjà quelque chose que les États savent justement faire très bien, d'avoir des effets inverses de ce qu'ils recherchent. Mais là, en plus, lorsque ce n'est même plus un État centralisé, parce que c'est l'avantage et l'inconvénient d'un État jacobin, Ouais. c'est que étant centralisé, en général, quand On on peut a... le circonscrire. Mais voilà. Mais là, on est à la fois avec un État devenu fou, centralisé, qui donne des consignes. Ton livre le montre très bien, qui vont dans tous les sens, que se contredisent, qui sont incohérentes. Mais en plus, on a du pouvoir décentralisé et en plus
qui est écouté en fonction de l'idéologie du moment. Et c'est ça qui est effrayant, parce qu'aujourd'hui, si c'est l'idéologie, par exemple LGBT, qui est à l'écoute du pouvoir, et donc qui obtient ce qu'elle veut, mais peut-être que demain matin, c'est l'idéologie islamiste, et là, j'aimerais pas être un LGBT. Ouais. Déjà, je ne peux pas être LGBT tout court, mais si en plus, enfin, ils vivent leur vie, ça ne me dérange pas, mais si en plus, c'est l'oreille du pouvoir écoute l'islamisme, et on n'en est pas loin au niveau des votes et au niveau des urnes, bon, ben, je pense que ces gens-là vont devoir s'exiler, et je pense qu'ils iront pas en Russie, et pas en Arabie Saoudite. Et donc, d'ailleurs, la fenêtre d'opportunité d'exprimer librement ce genre de vie, de mode de vie, de sexualité, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, je pourrais en prendre d'autres, mais je sais que ça va énerver certains de nos détracteurs. Eh bien, ces gens-là, au bout d'un moment, n'auront plus aucun endroit où aller. Donc, tout ça pour ça. Ouais. Et c'est ça où, encore une fois, j'en reviens. Moi, j'ai vécu dans un monde où on vivait tous un petit peu chacun chez soi. Les gens du Moyen-Orient, ils vivaient en Moyen-Orient, avec leur religion et leur culture. Les gens qui avaient une sexualité différente, eh bien, ils ne la revendiquaient pas à la deuxième phrase lorsqu'on discutait avec eux. Ouais, Ils vivaient dans l'intimité de leurs quatre murs et de chez eux. Personne n'allait les embêter. Personne. Personne n'allait traiter les gens Alors, il y avait toujours, bien sûr, des extrémistes, des gens qu'on considérait un peu fous, mais personne ne les écoutait. Même s'ils passaient à la télévision, on avait je sais pas, des antisémites, des vrais, hein, de l'ancienne école, qui passaient à la télévision. Bon, ben, on les ignorait, parce que on avait autre chose, et puis voilà. Et on était dans un monde où il y avait une sorte de tolérance, mais l'église était au milieu du village, et enfin voilà, chaque cheptel était bien gardé. Aujourd'hui, on a balancé tout ça en l'air entre la globalisation, entre justement une idéologie qui est devenue folle et puis, il faut l'avouer, pour l'immense majorité de la population, une perte de repère du fait qu'il n'y a plus de croyance commune. On peut critiquer ou pas cette croyance commune. Moi-même, j'ai longtemps critiqué, par exemple, la religion. Aujourd'hui, j'en reviens. Je pense que c'était une erreur. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une grande erreur de critiquer. Après, il y a religion et religion. Elles ne sont pas toutes les mêmes. Elles sont pas toutes les compris. Mais je pense que ça a été une erreur de ma part, une erreur de jeunesse, je l'avoue volontiers. Et je me rends compte aujourd'hui que les religions, en fait, elles étaient le ciment de société, et plus pour le bien que pour le mauvais. Oui. C'est par une Nietzsche. Nietzsche l'avait dit. C'est bien, mais c'est bien des fois enfin c'est rare aussi de reconnaître une erreur passée. Tout le monde n'en est pas capable. Donc un mea culpa en direct. Tu l'avais déjà fait avant ou pas? Ce mea culpa. Je sais plus parce que Est-ce que c'est une exclusivité Radio Athéna? C'est une exclusivité dans le sens où je suis dans l'écriture de mon prochain essai, qui est un livre sur la gestion de la peur, et je commence le livre où je taquine un petit peu la religion d'un point de vue historique, comme je donne une certaine explication historique à la religion, mais j'ai un très gros chapitre sur lequel je travaille en ce moment, qui dans plutôt la deuxième partie du livre, qui explique à quel point la religion est très importante et structurante. Et si c'était possible, en plus, de pouvoir choisir la religion parmi l'éventail de milliers et des milliers et des milliers de religions différentes, si on pouvait la choisir, peut-être pas à la carte, mais en tout cas de pouvoir sélectionner au moins celle qui est la moins débile. Et finalement, le choix, il est, comme dirait l'autre, la question, elle est vite répondue. Quand on regarde objectivement, ça va très très vite. Hein. Et donc, en fait, finalement, je conclurai ce chapitre en disant, chers amis, si vous avez la chance d'être croyant, et si en plus vous avez la chance d'être dans le catholicisme bien compris, vous avez un grand avantage de structure mentale sur les autres, parce que ça vous permettra de mieux tenir le coup sur ce qui est en train de nous arriver. C'est bien, c'est un bel hommage de la part d'un ancien critique. Là, on se parle depuis à peu près 1h40, donc je pense que ce que je vais faire, c'est résumer en 2-3 mots pourquoi il faut lire ce livre et pourquoi je le conseille absolument. Parce que c'est à la fois un récit historique, et je sais que les auditeurs de Radio Athéna et des gens qui nous connaissent s'intéressent à l'histoire, donc voilà, vous avez un livre historique quasiment, et c'est aussi un livre qui est un livre d'avertissement. Là, c'est les 20 dernières minutes qu'on vient de passer à parler de ce qui est en train de se passer. C'est un avertissement à travers la vie de Giuseppe. Giuseppe qui donc est enterré en Italie, j'imagine? Oui.
En fait, il a toujours vécu en Italie. C'est pas un Italien qui a émigré en France à un moment donné. Pas du tout. Il est resté en Italie et Donc un vrai Italien d'Italie en fait. C'est un vrai de chez vrai, bien qu'il ait voyagé finalement, parce que euh, finalement. pour quelqu'un des années 20, il a mis les pieds en Libye, il a mis les pieds évidemment Ah ouais. sans savoir, enfin sans le vouloir, en Espagne, pardon, excuse-moi, en Grèce, il a mis les pieds en Allemagne et il a traversé à pied ce qui est devenu la République tchèque, un petit bout de la Bavière, forcément l'Autriche, l'Italie du Nord. Et il est venu en Suisse lorsque j'étais petit. C'est vrai qu'il est venu une fois en Suisse. Ou Bon plusieurs bah, comme ils disent, engagez-vous, vous verrez du pays. fois. C'est pas faux. Après, c'est pas un conseil de lecture que je donnerais aux auditeurs, mais si ça les intéresse, en tout cas, toi, Pierrot, je pense que tu devrais Oui, lire ce livre d'Henri Béraud qui s'appelle Ce que j'ai vu à Rome. Et je pense que tu peux même lire les deux autres, oui, du ça triptyque, Ce que m'intéresse. j'ai vu à Berlin et Ce que j'ai vu à Rome. Honnêtement, c'est une super plume. Ça, vous le trouverez sur Internet, évidemment, parce qu'on trouve tout. Chez un bouquiniste, plus difficilement, mais sur Internet, parce qu'il n'est pas réédité. Béraud, il a eu des petits problèmes à la Libération. Donc, on va dire que ces livres sont un petit peu. Enfin, vous les trouverez pas à la Fnac. Voilà. Bon, c'est pas non, ça n'a rien de sulfureux. D'ailleurs, tu sais pourquoi ça n'a rien de sulfureux? Je vais te le dire tout de suite pour rassurer éventuellement les gens. C'est qu'en introduction de ce livre, l'auteur dit, avertissement de l'auteur, c'est un livre sur le fascisme écrit par un républicain qui met la liberté au-dessus de tout. Donc, je ne peux pas cautionner le régime fasciste. Donc, en fait, Béraud, quand on sait comment il va finir, c'est-à-dire condamné à mort dans un premier temps à la libération pour intelligence avec l'ennemi, des articles dans Gringoire, etc. Donc le camp du mal, en fin de compte, dans les années 20, parce que ça c'est un livre de 1929, disait moi je suis attaché plus que tout à la liberté et le fascisme, je vais aller le voir, l'observer en tant qu'observateur français justement, c'est-à-dire en tant qu'un Français amoureux de la liberté qui va voir ce qui se passe en Italie, à Rome. Donc c'est très intéressant. C'est pas un livre fasciste. C'est pas un livre pro-fasciste, mais c'est un livre des années 1920, c'est-à-dire de quelqu'un qui, n'étant pas fasciste et mettant la liberté au-dessus de tout, et ayant identifié que le fascisme n'était pas forcément très favorable à la liberté, va quand même voir ce qui se passe et va rencontrer Mussolini. Alors, quand il est allé à Berlin, il n'a pas rencontré Hitler. Quand il est allé à Rome, quand il est allé à Moscou, je ne crois pas qu'il ait rencontré grand monde. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait une proximité franco-italienne un petit peu plus proche, il a eu des facilités pour rencontrer Mussolini. Donc, livre extrêmement intéressant. Franchement, toi, Pierrot, je pense que ce livre, il faut que tu le lises, honnêtement, et je pense que tu vas apprécier. Oh. Je l'ai commandé à l'instant sur eBay. On en trouve facilement. Sur eBay, oui, oui, bien sûr, sur eBay, on peut le 30 trouver. euros. Celui que sur Rome, il est facile à trouver. Celui qui est un petit peu plus difficile à trouver, mais qu'on trouve quand même, mais un petit peu plus difficilement, c'est celui sur Berlin. Ce que j'ai vu à Berlin est un peu plus pénible à trouver, mais on le trouve évidemment. Moi j'ai lu les trois, honnêtement, c'est génial. Et puis la plume de Béraud, de toute façon, c'est franchement de la bonne qualité. Est-ce que Jean Laporte est parmi Alors, je nous? suis là et j'avais même préparé mon retour pour ne pas prendre trop de temps à répondre. Tu savais que ce retour était Voilà. imminent. Est-ce que le chat a quelque chose à nous Il y a dire ou quelques pas? questions, mais je peux les poser, hein. Par exemple, Est-ce que Pierrot veut recevoir des questions, même si elles n'ont pas de rapport avec les sujets du jour? On peut toujours écouter. Si je vois qu'elle nous amènerait trop loin, je les Bien éviterai. sûr. Faisons cela alors alors, déjà, monsieur il y a une Laporte. question pour Pierrot, donc par rapport à ce qu'on vient d'entendre, enfin par rapport au livre en tout cas, Giuseppe, on demande si Pierrot a une influence, enfin est influencé par Sandrars ou Céline. Non, ni l'un ni l'autre, bien que. Alors, moi, je suis un des rares qui aime bien Céline sur le fond de ses livres, en tout cas de ses livres, on va dire, les plus connus. Hein, je parle pas des livres d'exil. Ah oui. Je parle de ces livres, voilà. Donc. Mais en revanche, j'ai été. Bon, c'est un goût personnel. Hein, j'admets je vois son grand talent, mais c'est pas. Voilà, c'est un style qui. En tout cas, en français, j'ai dû apprendre le français dans une école un peu trop bourgeoise. Son style très cru, il m'est un petit peu pénible. Mais c'est très personnel. Mais cela dit, ça reste un immense auteur, bien sûr. Mais Bagatelle pour un massacre, c'est quoi? C'est Bagatelle pour un massacre? Non, c'est l'autre, le plus Voyage au bout connu, de la c'est nuit. Voyage au bout de la nuit. c'est celui-là en fait qui est extraordinaire. Mais voilà, je préfère un Ernst Junger ou un Henri Barbus par exemple ou un. Mais Bon, voilà. du coup, ça m'a mis une question en tête. Toi, tu es un Italien natif d'Italie. Oui, Le français, c'est donc pas ta langue maternelle. Tu l'as appris en cours de route ou très tôt ou plus très, tard?
très tôt. Je suis arrivé à l'âge de 4 ans en Suisse. Ah oui, d'accord. Donc, j'étais dans une école bilingue français-anglais. Et D'accord, ok. donc, j'ai appris le français très Bon, jeune. je pense que tu parles l'italien comme un italien, de toute façon. Oui, Tu sais ce que c'est le parmigiano, des choses comme ça. bien sûr. Y aurait-il une autre question qui n'a aucun lien avec les fromages italiens, monsieur Oui, Laporte? il y a une question sur quand vous avez parlé de la religion récemment, il y a un auditeur qui demandait si la lecture de Kierkegaard avait influencé Pierrot dans sa nouvelle perception sur la religion. Alors, j'ai beaucoup lu Søren Kierkegaard ces derniers temps. C'est marrant que cette question, elle me tombe comme ça. Plutôt sur l'étude d'une variante de la peur qui est l'anxiété. Søren Kierkegaard, dans le 19e siècle, a beaucoup travaillé sur l'anxiété. Et je pense qu'il a été très juste dans son analyse. Et c'est un excellent... je pense qu'il n'aimerait pas que je dise que c'est un trait d'union, j'allais dire trait d'union, mais c'est un lien très important, Kierkegaard, entre Kant, Hegel et Schopenhauer et Nietzsche. Voilà. Si on veut faire une sorte de filiation, il y a des réflexions très intéressantes dans ces périodes-là. Et c'est fascinant, Kierkegaard. À connaître, à lire, c'est pas trop ardu, je trouve, ça va. C'est bien. D'accord. Très bien, monsieur Laporte. Il y Vous a avez une autre question chose? qui s'adresse plutôt à vous deux et bon, c'est en fait, avez-vous lu le dernier roman de Camille Pascal ayant reçu le grand prix du roman de l'Académie française, L'été des quatre rois? Pierrot? Alors non, je ne le connaissais pas. Je suppose que ça parle de l'été 1914. Je suppose. Moi, je ne sais pas. Non? Oui? Ouais, moi, je l'ai pas lu non plus, donc je ne saurais pas dire. Donc, a priori, la question de cet auditeur est assez vite répondue, comme on dit. C'est non et non, quoi. Sinon, en revanche, pour l'été 1914, il y a Barbara Tuchman, qui est très connue, mais son livre le plus connu est les Canons d'août, mais c'est la tour, je crois qu'il est traduit sous la tour d'ivoire. C'est un livre qui explique le monde d'avant 1914, qui est très bien, qui est vraiment très très bien. D'accord. Il y avait une question politique très générale. Je pense que c'est pas forcément intéressant de la poser. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là pour les questions. Bon, très bien. Bah, j'avais une question sur ton livre, Pierrot. La disponibilité de ce livre, c'est quoi? C'est le réseau des libraires, Amazon, évidemment? Tout, bien sûr, nous avons la chance d'être bien distribués avec la nouvelle mouture de cette maison d'édition. Culture et Racines. Oui, Culture et Racines, on le trouve, on peut le commander. Alors, il est peut-être pas distribué partout sur les rayons, mais on le trouve dans toutes les grandes chaînes de distribution en ligne et physique. En tout cas, on peut le commander. Oui. Et puis, idéalement, le mieux, c'est de l'acheter dans les petites librairies pour faire survivre ce commerce important. Parce que rappelez-vous, le jour où tous les livres seront sur Amazon, le jour où ils n'aiment plus vos livres, c'est fini. Ouais, c'est vrai, vous n'existez plus, vous êtes rayé de la surface de la Terre, en fait, enfin, je me permets symboliquement. d'intervenir, il y a une question qui vient d'être posée, surtout pour Pierrot, parce que je pense que Jonathan Sturel a déjà répondu à cette question sur Radio Athéna, mais il pourra y répondre. C'est un top 3 de vos livres favoris. C'est pas une question facile forcément, mais... Jonathan, commence. Bah, déjà, dans le top 3, ce qui est sûr et certain, c'est que je mets le tome 2 de la trilogie de l'énergie du roman national de Barès, dont on a déjà parlé ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, L'appel aux soldats. Donc c'est la suite des Déracinés. Celui-là, je trouve que c'est à la fois épique, c'est à la fois intellectuel, c'est à la fois passionnant, émotionnel. Tout est dans ce livre, en fait. Donc ce qui est sûr, c'est que dans mon top 3, il y a ce livre-là. Et dans mon top 3, il y a aussi un autre livre qui, du coup, n'a pas grand-chose à voir, qui est beaucoup moins intellectuel, mais qui est beaucoup plus émotionnel, et qui est Matelot de Pierre Loti. Parce qu'en fait, typiquement, j'ai pleuré en lisant ce livre. Pierrot pleure en écrivant des livres. Moi, je pleure en lisant des livres des fois, parce que c'était vraiment quelque chose de bouleversant, etc. Matelot comment ça s'appelle, de Pierre Loti. Après, le troisième, je sais pas, il y en a plein qui mériteraient d'être en numéro 3, en numéro 4. Après, les numérotés, ça n'a plus beaucoup de sens, mais disons que en haut de l'affiche, c'est ça. Et j'en oublie, évidemment. Je devrais mettre des Balzac, évidemment, je devrais mettre des choses comme ça.
Mais là, celui qui me vient en tête tout de suite, c'est L'appel aux soldats de Barès, parce qu'il y a tout dedans. En fait. Il y a tout ce que je recherche dans un livre, est contenu, condensé et magnifié dans ce livre en particulier. Alors, c'est très difficile de répondre. Alors, je vais limiter à la France, à la littérature française, honneur à la France ce soir, puisque vous m'interviewez depuis Paris, pas depuis la France. Alors, je vais pas dire mes livres préférés parce que c'est difficile qu'ils me viennent à l'esprit. Je vais dire 3 livres que j'ai aimé relire ces derniers temps, soit parce que je les ai lus à mes enfants, soit parce qu'ils je les ai relus pour mon plaisir. Tartarin de Tarascon. Ah. Une valeur sûre. Une valeur sûre, rigolo, les enfants ont bien rigolé. C'est bien parfois de revenir sur des trucs comme ça, ou Marcel Pagnol, ou des choses de cet ordre-là. Un livre qui est souvent, moi je trouve ça bien, mal interprété, en tout cas de la manière dont on me l'avait enseigné à l'école, comme étant une critique du nazisme. Moi je l'ai relu récemment, je n'ai pas vu ça comme ça. La peste. Camus. Intéressant. Camus, fascinant Camus. C'est dommage qu'il soit mort si jeune. Je pense qu'il aurait eu plus de choses à dire. Peut-être lui aurait été meilleur plus sur la fin de sa vie, je pense. Ouais. Et puis, non, pas Malraux. Qu'est-ce que j'avais lu récemment? Le troisième, c'était pas Coronavirus, autopsie d'un désastre politique, non? Parmi ton top 3 des 20 dernières années. Mais je pensais à des romans, tu vois. Mais il est très très bien, celui-là aussi. Autre question, M. Laporte? Cavalier de Raspail récemment, voilà. Ah oui. Il n'y a pas d'autres questions. Bon, alors maintenant vous savez que le livre de Pierrot existe, cher public de Radio Athéna, vous savez que vous pouvez le trouver partout. Et vous savez, maintenant que vous nous avez entendu en parler, que c'est à la fois un livre d'histoire et un livre d'avenir. Pierrot, le mot de la fin? Quelque chose? Pas forcément. Préparez-vous intellectuellement, physiquement, par la lecture, par le sport, par tout ce que vous pouvez, parce que les temps vont être très difficiles. Voilà, c'était le mot de la fin et le conseil de survie d'un expert en la matière. Est-ce qu'on se quitte là, Monsieur Laporte? Oui. C'est vous qui raccrochez pour Oui, je vais faire ça. Eh bien, merci Jean Laporte pour la Merci l'émission. À vous. Le travail de Jean Laporte est absolument indispensable à la survie et à l'existence et à l'activité de Radio Athéna. Aujourd'hui, en plus, pour lui, c'était une sorte de pari, parce que là, j'ai un nouveau décor derrière moi. Oui, encore, oui. J'ai pas fait exprès, parce qu'on peut jouer sur Skype à mettre des faux décors derrière nous. C'était différent pour lui, il a fallu qu'on fasse des essais parce que j'utilisais une cam pour la première fois, je suis pas forcément doué. Là, il est temps que ça s'arrête parce que j'ai dû couper mon ventilateur pour pas faire de bruit dans mon micro, et là je commence à rougir, là, ça commence à se voir qu'il fait très chaud en ce moment. Donc il est temps que ça s'arrête maintenant. Pierrot, encore merci de nous avoir accordé de ton temps. Merci pour ce livre, on attend maintenant les autres romans. Et à bientôt tout le monde, à bientôt le public, à bientôt Jean Laporte, à bientôt Pierrot.